Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce doux mois du Ramadan. D'ailleurs, il fait bon aujourd'hui, il fait très très bon. Ces derniers temps, il fait bon. Franchement, la Belgique, là, pour le moment, on stream, on est bien. Franchement, j'espère que là où vous êtes bien. Si vous êtes au taf, si vous êtes chez vous, si je sais pas à quel moment vous allez regarder, mais j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on a un temps magnifique, hein. Mais on n'a pas que un temps magnifique. On a aussi quelqu'un de magnifique, une belle femme, quelqu'un d'incroyable. Je vais vous présenter, bien évidemment. Je fais la présentation, la petite intro, hein. C'est une influenceuse, directrice artistique, community manager, styliste, ambassadeuse, designeuse, mannequin, présentatrice. La femme aux mille et une facettes, et qui est Lola Marie. Comment vas-tu? Hey, ça va et toi, ça dit quoi? Ça va tranquillement, franchement. Ouais. C'est chill. Ça va. Ça a été un peu ta semaine, tout ça? Grosse semaine, hein. Grosse j'ai semaine. Vu ça, hein. C'était pas mal de déplacements, pas mal de beaux projets, pas mal de belles rencontres. C'était une semaine riche. Bien. T'as fait quoi un peu cette semaine? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine, c'était une semaine d'événements. Il y avait des événements principalement à Anvers. Avec la marque Bourgeois, entre autres, une marque avec laquelle je travaille depuis un petit temps. La release party pour le nouvel album de Tyla. Hier soir, c'était incroyable. C'est quelqu'un. Putain, la release party de Tyla, première fois. Non, mais c'était génial, c'était incroyable. Ouais, les gens là-bas et tout, l'ambiance. C'était un petit comité, ça change un peu. Ça permet de mieux partager avec les personnes, de rencontrer des nouvelles têtes aussi. Et puis même le concept de la soirée, c'était vraiment axé sur la communication. On discute entre nous, on échange. Et ça change un peu de certains événements avant. Ouais. C'est mieux que ici à Liège, les petits événements qui se passent. Non, mais à vrai dire, je fais pas beaucoup d'événements sur Liège. Alright, pourquoi? T'es raciste ou quoi? T'aimes pas notre ville? 10 ans ici, je me suis habituée. Non, c'est juste que j'ai pas spécialement des propositions. Déjà, c'est l'une des premières choses. J'ai pas beaucoup de propositions et je pense que la plupart des gens ne comprennent pas que je suis à Liège aussi, surtout parce que le plus souvent, on me lâche des « Mais non, t'es de Liège !» T'es pas de BX, toi? Non, je suis bien ici. Alors oui, je suis plus souvent ailleurs, mais je suis bel et bien sur Liège. Putain, damn. Voilà, proposez-lui des trucs, les frères. Si vous faites des bails, faut toujours proposer. Hein. On sait jamais, d'ailleurs. Qui sait? Et là, en plus, tu fais plein de trucs, là, cette semaine. Tout ce mois-ci, t'étais... Cool. C'était un grand mois. C'était un mois intense, vraiment, où t'as fait plein de trucs, etc. Ouais. On va en parler, d'ailleurs. Etc. Mais pour commencer, comme d'habitude, j'aime toujours poser la question. 3 petites questions. Les questions sont les suivantes. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire? Waouh. Donc, du coup, Lola Marie, 23 ans dans une semaine. C'est quand? Une semaine, 7 jours? 30 mars, plus ou moins une semaine. De base, je viens de BX. Alright. BX, j'ai grandi dans le quartier d'Ixelles, 1050 représente. Dédicace. Et ça va faire du coup une dizaine d'années que j'habite sur Liège. J'ai emménagé ici avec ma maman et mon petit frère. Ouais, en famille. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Je me suis bien établie, je me suis habituée à la ville. Ici, là, à Liège, un peu. Ouais, je me sens bien maintenant ici. Ouais. C'était dur au début, mais maintenant, on est là. Du coup, ça a été comment t'as dit tes débuts étaient difficiles, ça veut dire que c'était quoi un peu ton parcours scolaire, on va dire? Alors, j'ai été pendant très longtemps dans une école, toujours sur Ixelles, du coup, à BX. Les Jardins d'Élise, une école magnifique. Je suis vraiment passée... j'ai fait ma maternelle et ma primaire dans cette école incroyable. Et puis, on est passé chez les plus grands. J'ai fait une première année à la CJ, toujours sur Bruxelles. Et puis après ça, je suis arrivée sur Liège. Comment c'était un peu tout ce qui est déménagement, je veux dire, tu perds tous tes amis, souvent c'est ça le plus compliqué, enfin tu perds tous tes repères, etc. Tu viens ici à Liège. C'était dur, hein, c'était dur. Après, j'avais l'habitude de venir sur Liège, parce que du coup, j'ai de la famille ici, j'ai mes grands-parents. Je connaissais déjà un peu la vie. Donc je connaissais, j'avais l'habitude vraiment de venir les week-ends, voir la famille, etc. Mais il y a une différence entre venir les week-ends et emménager. Et c'est vrai que quand j'ai emménagé et que j'ai été confrontée à rencontrer des personnes de mon âge, j'ai eu du mal.
Ah ouais? J'ai eu du mal. J'ai quand même senti une certaine différence dans la mentalité entre les jeunes de Bruxelles et Liège. Et c'est une des premières choses à laquelle j'ai été confrontée, pour lesquelles j'ai eu du mal. Comment C'était ça s'est dur. passé comment un peu? C'était surtout au niveau de la mentalité, des projets, qu'est-ce que certains prévoient de faire de leur vie. Et Ok, t'étais déjà dans cette mentale-là, à cet âge-là, de savoir exactement. Ouais. J'étais déjà très, je veux des projets, je veux faire ça, je veux faire de grandes choses. Et je sais pas si c'est parce que je suis tombée vraiment sur ce groupe de personnes ou autre, mais j'étais confrontée des fois à certaines personnes qui avaient un esprit très fermé sur leur avenir ou sur l'idée qu'on peut se faire de l'avenir. Et c'est une des premières choses pour lesquelles j'ai eu énormément de mal. Énormément, ouais. Et je pense que c'est même quelque chose qu'on m'a reproché à l'époque. On t'a reproché, je veux dire, tous les gens qui étaient avec toi, ou tu parles Pas tous, mais il y a vraiment des élèves qui me prenaient pour quelqu'un d'hautaine. Hautaine? Ouais. Tu sais, quand t'es une petite jeune comme ça, qui arrive de la grande ville, qui a un esprit très je veux faire des grandes choses, qui a une manière de s'exprimer, enfin... On m'a directement réduite à la meuf de BX qui se prend pour quelqu'un, elle arrive ici. On t'a catégorisé directement. J'ai même eu des profs qui m'appréciaient pas pour ça. T'étais où à l'école? Ouais. J'ai commencé à Saint-Laurent-Saint-Lambert à Herstal. Saint-Laurent-Saint-Lambert. On emmerde cette école, voilà. Je sais pas si elle est devenue meilleure, mais en tout cas, pour le moment, rien de bon là. Mais avec le temps, est-ce que ça s'est mieux passé là-bas ou... Avec le temps, j'ai fait des belles rencontres. Ah, quand même. Là-bas, toujours? Ouais, là-bas, toujours. J'ai fait quand même des belles rencontres. J'ai eu un groupe d'amis avec lesquels on est restés amis longtemps. Et j'ai entre autres rencontré ma meilleure amie avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. Vraiment, gros bisous à toi. Elle s'appelle Evie. Evie, on t'embrasse. Ma meilleure. On t'embrasse si tu nous parles ce podcast. Big love sur toi. Ouais, vraiment, c'est ma meilleure rencontre. Et je pense que c'est la personne qui m'a aussi convaincue qu'il fallait que je m'ouvre à Liège et que je me fasse plus d'amis ici et que je m'ouvre aux personnes, en fait. Parce que j'avais toujours un peu ce truc où je voulais rester sur BX, je faisais les allers-retours tout le week-end. Donc, j'avais du mal aussi à m'offrir aux personnes. Enfin, je pense que j'étais aussi un peu le problème dans tout ça. Fallait que je me dise, t'emménager ici, rencontre des personnes, en fait. Vas-y, t'es jeune, tu peux encore te faire des amis, tu peux encore faire des belles rencontres. Ne te tiens pas juste aux mauvaises rencontres que t'as eues et va vers les gens. Enfin, il y a de tout partout et voilà, quoi. Et au final, t'as pu la rencontrer, elle. Mais ouais. C'était plus ou moins en quelle année, plus ou moins, si tu sais? C'était dans l'année où je suis arrivée, donc c'était... 2013. Non, elle, on s'est rapprochés vers 2014-2015. Ok. Ouais, donc quand même 2013, un peu après. Toute l'année 2013, c'était une année vraiment où t'as pas fait beaucoup de rencontres, où t'as pas rencontré beaucoup de gens qui... C'était surtout à l'école, on est amis, mais en dehors des cours, je rentrais et je me concentrais sur moi, quoi. Je restais à la maison, j'avais mon petit frère et c'était tout. Et tu faisais quoi un peu à la maison, en vrai? À ce moment-là, j'étais une petite fille qui débordait de créativité. Ok, donc, déjà à ce moment-là, tu as été dans la créativité. Okay. À ce moment-là, je faisais de la danse. Ok, tu faisais de la danse. Je dansais, j'adorais ça. Et je voulais depuis un bon moment faire de la danse. Donc, j'ai commencé dans une école qui s'appelait la Dance Art Academy, qui était basée vers la Préale. Okay. Et je faisais de la danse. C'était cool. T'as fait ça longtemps J'ai fait ça pendant un petit temps. Et puis, j'ai dû arrêter pour des raisons de santé. Mais j'ai quand même fait ça pendant un long moment. C'était chouette. Ah ouais, t'as bien fait. Même les gens là-bas, je veux dire, t'as fait des rencontres là-bas quand même. Oui, j'avais quand même des bonnes rencontres. C'est des personnes que j'ai fréquentées aussi en dehors des cours de danse. Donc, c'était vraiment... je me sentais bien. C'était une safe place. All right. Ouais. Comme t'as dit, en vrai, t'as dit que t'avais arrêté dû à des soucis. C'était quoi exactement que t'avais eu? Alors, dû à des problèmes de santé mentale et physique, j'ai développé de l'algodystrophie. All right. Qu'est-ce que c'est Alors... parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi-même, je trouve que c'est toujours aussi complexe de l'expliquer. Mais en gros, c'est un problème au niveau de la circulation du sang. Ok. Qui peut entraîner quelques petits soucis. Et dans mon cas, j'avais la jambe qui était extrêmement douloureuse et que je n'arrivais pas à poser par terre. T'arrivais pas à poser même ton pied? Non. Rien. Donc, j'étais en béquille. Et le problème, c'est que comme c'est quelque chose qui peut se déclarer soit d'un point de vue physique, soit d'un point de vue mental, en fonction... Ok, ça peut être traité différemment. Dans mon cas, comme ça a été dû à un choc émotionnel, c'était hyper compliqué parce qu'il fallait que je cherche à comprendre qu'est-ce qui a créé ce trauma et qui a entraîné du coup ça. Ça. Comment ouais. Aujourd'hui, tu l'as découvert?
Aujourd'hui, je pense l'avoir découvert. Je suis quasiment sûre de l'avoir découvert parce que je vais beaucoup mieux. Ce qui veut dire que j'ai plus ces périodes. Parce qu'en plus, oui, le pied, un jour, il va bien et puis un jour, il va pas. Donc, il y a des fois où je pouvais être en béquille pendant une semaine, puis je recommençais à marcher tranquillement. Puis un mois en béquille parce que j'arrivais à nouveau plus à marcher. Mon pied me faisait mal. Et du coup, aujourd'hui, comme je me sens mieux, j'ai plus ces douleurs chroniques. Je pense que j'ai percé le bouton, comme on dit. Mais ça reste quand même... je garde quand même des séquelles, quoi. Ouais, t'as dû arrêter du jour au lendemain, toi qui... T'étais quel genre d'enfant, en vrai? Moi, j'étais une agitée. Hein. Hyper active? Ah ouais, moi, je suis hyper active. Je le sens un peu moins aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'étais hyper active. J'ai toujours été... D'ailleurs, ma mère l'a toujours témoigné. Je suis une enfant depuis toujours. Je veux bouger partout. Je veux tout faire. Canalise-toi. Je voulais pas. Et je débordais d'énergie. Et je voulais faire plein de choses. Ah ouais, déjà, à ce moment-là, ça veut dire que... Ouais. Mais justement, ça, tu fais de la danse, etc. Ça arrive. Comment un peu tu le vis à ton âge? Mais je veux dire, tu peux plus faire de sport, faire ce que t'aimes, etc. T'es loin de ta ville d'avant. Comment ça se passe un peu, je veux dire, comment tu te sentais à ce moment-là? Comme tu le dis, c'est compliqué à ce moment-là parce que déjà, je comprends pas ce qui arrive. Je sais pas ce que c'est. Et il a fallu du temps pour qu'on découvre ce que c'est. Le nom, etc. Ouais. J'ai dû passer par plusieurs médecins, etc. Donc déjà, il y avait ce point d'interrogation où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe encore? J'avais l'habitude de souvent avoir des petits bobos tout. Et je pense que j'ai un côté un peu à extrapoler les choses. Ouais, j'ai mal là, il y a sûrement un gros souci. Mais cette fois, je savais qu'il y avait vraiment un truc. Et déjà, c'était très complexe. Et puis, comme tu me dis si bien, j'étais jeune, j'étais loin de tout. Donc, le fait d'arrêter une activité qui me plaisait énormément, je l'ai un peu mal vécu. Je l'ai quand même mal vécu. C'était une lourde période. Enfin, je veux dire, c'était compliqué, c'était dur. Mais comment t'as un peu surmonté à ça, du coup? J'ai dû trouver d'autres choses qui allaient me plaire. J'ai dû me réorienter vers d'autres activités qui demandaient d'être un peu moins physiques, on va dire. Et c'est ce qui m'a permis de trouver ce que je fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé un peu, justement, que t'en parles? Comment s'est passé, du coup, le changement, le switch de « il faut que je trouve quelque chose, je suis active, je suis créative ». À ce moment-là, j'étais une enfant aussi très, très timide. On dirait pas. Ok, t'allais pas vers les autres. Ah ouais, non, très, très timide. Et d'ailleurs, je le suis encore. Je ne sais que ça ne se voit pas, mais je suis vraiment de nature très timide. Et ma mère a toujours fait en sorte aussi de m'inscrire à des activités où je pouvais vraiment apprendre à m'exprimer et à sortir de ma coquille. Et du coup, à ce moment-là, il y avait un concours de mode, tu sais, et souvent des agences qui font des concours dans les centres commerciaux, etc. Et elle avait voulu absolument m'inscrire à un concours. Toi, ça te parlait? Ah, moi, c'était pas mon truc. Hein. Ah ouais, la mode et tout, c'était vraiment pas un truc qui te disait... Moi, j'étais un petit garçon manqué et tout. Ouais, fallait pas me parler des trucs fashion et tout. non. Rien à voir avec aujourd'hui. C'était pas du tout mon truc. Mais je me souviens, à ce moment-là, il y avait les Air Force qui étaient... Air Force One qui était là. C'était en place. Tout le monde en avait. Il y avait des pieds blancs partout dans toute l'école. Je serais même plus dire. C'est plus ou moins quand je suis arrivée aussi. Donc c'était toujours la même période, 2014. Entre 2013 et 2015. Okay. Et je me souviens que j'avais dit à ma mère, ok, je fais ton concours, mais moi je veux ma Air Force. Ok, c'était ça négociation, je veux ma Air Force. C'est fort. Et du coup, j'ai eu ma Air Force et j'ai fait son concours. Comment ça s'est passé du coup, le concours? Le fait est que, bizarrement, à travers ce concours, j'ai trouvé quelque chose en moi qui kiffait finalement un peu cet univers. La mode, l'esthétique, je veux dire, le mannequinat un peu. Je pense que c'était le côté très déterminé que tu dois avoir quand tu défiles. Tu dois avoir cette attitude, tu dois avoir ce truc où les gens vont te regarder et vont dire « ouais, elle a un truc ». Et je sais pas, à travers ça, j'ai puisé une énergie et j'ai trouvé en moi quelque chose que je ne pensais pas avoir. Ok, c'était quoi exactement? Mais en fait, c'est ce côté je suis en confiance. Je sais montrer que je suis en confiance quand je défile. Alors qu'en dehors de ça, j'avais ce côté quand même où je pouvais m'imposer, mais pas comme je le voulais. Mais à ce moment-là, quand je défilais, j'avais l'impression que tous les regards étaient dressés sur moi et que j'étais en mode, ouais, voilà. Je domine le podium. Damn. Voilà. Donc, avoir le regard sur toi, c'était pas un truc qui... Malgré ta timidité, avoir le regard sur toi, attirer l'attention, c'était pas un truc qui te gênait. À ce moment-là, je kiffais ce moment. Je kiffais. Et là, c'était une nouvelle découverte, du coup... T'apprends une nouvelle chose et t'as continué, t'as pas lâché ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai continué et ayant trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans,
ayant aussi des personnes derrière moi. Ma MIF m'avait toujours dit t'es grande, t'es mince, tu pourras percer là-dedans, tu pourras réussir. Ok, on t'a mis en confiance déjà à ce moment-là. Ouais. On me mettait vraiment en confiance par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits shootings à gauche, à droite pour des marques. Et puis, avec les réseaux sociaux, j'ai découvert les agences qui étaient présentes sur Instagram. J'ai commencé à envoyer mon profil. Déjà là-bas, à l'époque là, des 2015, avant-gardiste de fou. On va essayer. J'allais au culot, je répondais aux commentaires, j'envoyais des messages directement. Et je m'étais dit, allez, allons-y. Si on me dit que j'ai les capacités, pourquoi je vais rater ça? Puis tu sais, tu voyais tous ces mannequins, des Kendall, des Gigi, des Bella et tout, des Cindy Bruna. J'étais en mode, ouais, je peux le faire. Allons-y. Et au début, j'étais très déterminée. Ah ouais. Au début, j'étais en mode, je vais le faire. Ouais, comme tu disais, t'envoyais des trucs et tout. Et j'allais à fond. Et au fur et à mesure où j'étais confrontée à la réalité de cet univers... C'est-à-dire les refus, les refus déjà, tu vois, ça touche quand même ton ego. Et ça, je pense que peu importe où tu veux bosser, un refus, ça fait mal. Et puis, des réponses du genre, votre profil ne correspond pas à ce qu'on recherche. Des trucs un peu plus pointilleux. Oui, vos mensurations, ça va pas. Il faudrait peut-être perdre un peu de poids. Oh, déjà, à cet âge-là, dire des trucs comme ça. T'es là, t'es une gamine. Tu comprends pas. Toi, on t'a dit toute ta vie, ouais, t'es mince, t'es grande, tu seras mannequin. Et puis là, on commence à parler de ton poids, on commence à parler de ton corps qui ne correspond pas et tu te ramasses des gifles à ce moment-là. Là, t'as vraiment vu la réalité du monde. Du monde, ça m'a fait mal. T'étais plus un enfant, là clairement. Non, c'est fini. Ça m'a fait tellement mal. Et étant déjà une enfant qui n'était pas spécialement en confiance, ça m'a cassé. T'as quand même continué, je suppose. J'ai quand même continué, mais avec moins de détermination. Ok, tu le faisais, t'essayais quand même, mais sans pour autant y attendre forcément quelque chose. J'avais plus autant d'attentes. Je me disais, je le fais parce que vas-y, on sait jamais ce que la vie me réserve. Mais je me disais, vas-y, s'il y a un refus, tant pis. Là, c'était encore une fois, t'es sur un truc, et encore un échec qui arrive, parce que voilà, une désillusion totale, etc. Et à ce moment-là, comment ça va à l'école? À l'école, c'est compliqué, parce que quelques années avant, un peu avant de passer mon CEB, je tombe sur un professeur incroyable. Il est magique. Lui, il était magique, mais pas de manière positive. On retire le shout-out. Pas d'une manière positive. Il était magique dans sa méchanceté. Puisque lors d'une réunion parents-élèves, parents-professeurs, il a un entretien avec ma mère et il dit, écoutez... je sais pas si votre fille, elle fait exprès d'être bête ou pas, mais je comprends pas. Il a dit ça comme ça, attends. Elle est bête ou quoi? Voilà, cash, net. Je comprends pas, elle travaille pas à l'école, elle dit qu'elle travaille, mais moi je vois pas ça dans ses résultats, elle est distraite, elle parle beaucoup, elle est agitée, je comprends pas. Ma mère, à ce moment-là, bien sûr, elle s'énerve contre le prof. Tu parles pas comme ça de mon enfant, genre... T'es qui, en fait? Comme ça. je vais pas laisser passer. Et après discussion avec une autre maman de l'école, elle décide de m'envoyer voir une logopède pour faire des tests, pour voir s'il n'y avait pas des problèmes au niveau de mon agitation, de ma concentration et des choses comme ça. Et à l'issue de ces bilans, on découvre que j'ai des troubles de l'apprentissage. Donc tout ce temps-là où toi tu pensais que tu étais un enfant normal qui faisait ses trucs, qui essayait d'avoir les points comme tout le monde, mais en fait tu avais un handicap ça a été su un peu tard, je dirais. Très tard, puisque j'étais quand même dans cette école depuis ma maternelle, donc la plupart des professeurs me connaissaient depuis que j'étais toute petite et j'y suis restée de ma première maternelle jusqu'à ma 6e primaire. Et le simple fait qu'aucun professeur à un moment ne s'est dit on va quand même vérifier ce qui se passe. C'est étrange déjà. Et là, t'apprends ça. J'apprends ça. J'allais passer en 6e. J'allais devoir passer mon CEB. Donc, c'est lourd d'apprendre ça à ce moment-là. Et non seulement on découvre un trouble de l'apprentissage, mais on découvre aussi un retard de plus de 2 ans. Un retard, c'est-à-dire Ça veut dire qu'au niveau de ma matière, mon cerveau, il était encore bloqué, comme si j'étais en 4e et tout. Il n'avait pas assimilé toute la matière. Il a eu du mal. Il y a eu trop d'informations. Et mon cerveau, il a tout mélangé. Il a dit non. Je reste bloquée. Mais comment tu faisais alors? Comment t'as réussi et comment tu bossais? Ça a été un gros travail. Dans un premier temps, j'ai travaillé avec ma logopède Camille,
vraiment qui a été incroyable à travers des exercices que je comprenais pas à ce moment-là. Elle a réussi à débloquer tellement de choses. Et puis, faut travailler en dehors. Donc, j'allais souvent à des ateliers organisés pour les jeunes, pour qu'ils puissent se préparer, pour le CEB, refaire des exercices, etc. Ça te faisait du bien ou ça te mettait dans une sorte de cocon où tu te disais « Ah ouais, j'ai quand même du retard par rapport aux autres, il faut que je travaille ». J'étais plus dans ce mental-là. J'étais plus en mode « Waouh, j'ai beaucoup de boulot, je sais pas comment je dois faire ». J'assimile le fait que j'ai 3 troubles qui sont, à ce moment-là, je trouvais énormes. Ouais, c'est cool. Et je dois en plus rattraper un retard. Enfin, c'était un boulot incroyable et j'avais vraiment du mal à déjà comprendre et assimiler le fait de ce qu'on venait de découvrir, plus le fait que, en fait, là, maintenant, tu dois te lever parce que le CEB, il arrive et tu veux et tu dois réussir. Comment ça s'est passé, du coup ? T'as beaucoup bossé. En plus de ça, t'avais plus forcément la danse, le mannequinat. Enfin, tout devenait compliqué. T'apprends ça en plus. Ouais. Comment ça se passe ? À ce moment-là, faut bosser. Enfin, je pense que t'as pas le choix. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui a très vite pris les devants. Dès qu'elle a compris ce qui se passait, elle a dit non, je peux pas laisser mon enfant comme ça. Et elle s'est donné corps et âme pour que je puisse avoir pas la même chance que les autres, mais les mêmes chances de réussir, les mêmes chances de pouvoir avoir une vie normale, entre guillemets, et de pouvoir réussir dans les bonnes conditions. Et elle a tout fait pour. Donc, tu as réussi grâce à ta maman. J'ai réussi grâce à ma maman. J'ai réussi aussi grâce à ma volonté de réussir. J'ai réussi grâce aux bons professeurs qui étaient là aussi. Il y en avait quand même, il faut le dire. Il y en avait. Et j'ai eu mon CEB. Tu as eu ton CEB. Une fois que tu as eu ton CEB, tu as dit que tu passes en première secondaire, du coup. Ouais. Là, c'est nouveau monde. Je veux dire, c'est toujours... compliqué pour certains et bien pour certains. Moi, j'étais contente. C'était comment un peu ta première expérience la découverte de tout. En plus, là, t'es à Liège, là, c'est ça ? À ce moment-là, je suis encore à Bruxelles. Je suis encore à Bruxelles. C'est une toute nouvelle découverte. Déjà, quand t'as passé plus de 6 ans quand même dans la même école, t'as vu les mêmes visages tous les jours. Du jour au lendemain, voir d'autres personnes, de voir se faire des nouveaux amis. J'ai kiffé cette ambiance. J'ai kiffé le fait de pouvoir avoir enfin de nouvelles têtes et pouvoir un peu aussi continuer en fait mon chapitre. C'était juste top, j'ai kiffé. J'étais dans une école qui était dans mon quartier en plus. Donc pas besoin de prendre le bus, je marchais le matin. Enfin, tranquille, t'avais des bons potes. J'avais des bons potes, j'ai fait des belles rencontres. Il y a des gens avec qui j'étais à l'école avant qui sont venus là aussi, donc c'était cool. On s'est suivis et franchement, c'était incroyable. C'était une belle période, ça veut dire. Et puis vient le déménagement. Je sais pas c'est à quelle période exactement. C'est toujours dans ta même année de scolarité ou alors du coup, c'est à la fin de ma première année secondaire. Ok, tu finis l'année. Ouais, je finis l'année, on déménage, gros changement. Ouais. C'est comment un peu t'as venu ici et comment, je dirais, tu vis le truc parce que là tu quittes tout encore une fois. Ouais. Et là, t'arrives, ok, t'as toujours ces soucis d'apprentissage, t'arrives quand même à dire aux profs, etc., que tout... Enfin, maintenant, les profs sont au courant. Est-ce que t'as senti un changement par rapport à comment ils te traitaient ou pas du tout ? C'est vrai que quand t'es quelqu'un de très affirmé et que tu parais très confiante, dès que t'expliques à quelqu'un j'ai un trouble, certaines personnes sont choquées, sont ah bon, mais ça se voit pas et tout, et te traitent pas différemment. Par contre, t'as d'autres personnes des fois qui te réduisent un peu, en fait, au final, à tes troubles et te voient totalement différemment. Après, j'ai pas été trop confrontée à ça parce qu'encore une fois, j'ai cette facette où j'ai l'impression que je le montre pas trop. De quoi que les gens je veux dire, ça t'affecte ? Que ça m'affecte ou même qu'on veut me réduire à ça ou à ça. J'arrive à me dire, en fait, je me suis battue jusqu'aujourd'hui et si je suis toujours là, c'est que j'en suis capable. Donc, au final, pourquoi je vais être touchée par telle réflexion, telle attitude ou... Enfin, tu vois, Mais tout à l'heure, tu m'as dit en off là, que tu étais hyper sensible. Ouais. Mais là, tu arrives quand même à pallier à ce genre de remarques. Comment tu fais ? Parce que quelque part, c'est quelque chose qui t'atteint. Ouais. Mais tu arrives quand même à ne pas le montrer à la personne. Je pense qu'il y a certaines choses... En fait,
ça a été tellement une grosse étape et ça a été tellement un gros travail que je pense que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, ça peut plus me toucher. Ok. Et puis, ça fait partie de moi, tu vois, au final. C'est quelque chose qui... Enfin, tu vois, dès qu'on découvre que tu as des troubles, ça reste... Ça part pas, en fait. Tu auras des troubles toute ta vie, tu vois. Ça restera quelque chose, même si tu auras moins de complications parce que tu as quand même travaillé derrière. Donc, il y a des choses qui se verront moins. Mais je pense que comme je sais qu'aujourd'hui, ça fait partie de moi et que je suis OK avec ça, ça me touche plus. Maintenant, t'as ton truc, tu sais qui tu es, les remarques des autres, c'est ça. Et je suis même fière, en fait, d'en parler parce que si ça peut toucher d'autres jeunes qui sont confrontés à des professeurs qui les rabaissent ou à des parents qui ne les encouragent pas et qui ne cherchent pas à savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ne sont pas intéressés par ça, pourquoi ils ne sont pas plus poussés par ça. En fait, je suis fière d'en parler si ça peut sensibiliser, en fait. Donc, ouais. Si vous entendez ça, mes frères, sachez que même si vous avez des tracas, etc., là, tic-tac, les gens ils veulent vous rabaisser, tout ça, sachez que c'est juste de passage, c'est une période de travail là-dessus et ça ira tranquillement. Absolument. Enfin, après, il faut avoir le mental. Ouais. Parce que toi aussi, t'as vécu pas mal de choses avant ça. Enfin, je veux dire, avant, tu savais pas forcément que t'avais pas eu le diagnostic. Ouais. Du coup, avant, t'avais aussi subi plein de trucs. Je veux dire, t'as un parcours déjà pas mal costaud, on va dire. Ouais, c'est vrai. T'as dû pas mal travailler. Et ça t'a forgé de fou malade, j'ai l'impression. Ouais. Et après ça, genre, t'es toujours du coup, à Saint-Lambert. Ouais. Et tu changes d'école à un moment. Je décide de changer d'école. Déjà, je pense que la petite fille qui était en moi avait envie d'un peu bouger d'Herstal. Okay. T'habites Herstal, tu vas à l'école Herstal, ça me saoulait un peu. Et j'avais envie de changer d'air, j'avais envie d'aller vers une autre école, d'aller vers des professeurs qui pouvaient plus m'aider aussi. Parce que c'est vrai qu'à un Saint-Laurent-Saint-Lambert, j'ai pas trouvé ça spécialement l'aide qu'il me fallait par rapport à mes troubles, parce qu'il faut quand même avoir un suivi, on a quand même... on a des adaptations pour certaines choses. Et j'ai pas trouvé ça là-bas, donc je décide d'aller à Saint-Louis, près de la Médiacité. Saint-Louis. Et ouais. It's crazy. Mais là-bas, déjà, ça va, tes années là-bas à Saint-Lambert, ça a été en général? En général, oui, j'ai pas à me plaindre. J'ai fait des belles rencontres d'un point de vue scolaire. Bon, voilà, j'ai quand même doublé, mais je venais d'emménager, le niveau était différent, donc bon. Il y a cette claque-là. Voilà. Mais j'en retire quand même beaucoup de positifs. Quoi, les gens là-bas, ils étaient cool aussi. Les gens étaient cool, les gens étaient zen. Et on était tous un peu d'Herstal, donc... Ça va, t'as pas eu de soucis en général? Non, j'ai pas eu de soucis. Très bien passé. Ouais, non, pas de mauvaise expérience. Tu changes d'école. Ouais. Et là, t'arrives à Waha, du coup. Saint-Louis, puis Saint-Louis, pardon. Saint-Louis d'abord. T'arrives à Saint-Louis. Ouais. Saint-Louis, je le répéterai toute ma vie, c'est la pire école du monde. N'y allez pas. Toi aussi, c'est pas ouf sur 10? Ah, mon gars, mauvaise expérience. Hein. Saint-Louis. Comment c'était Saint-Louis? Mon visage en dit long. Merci. Ah, Saint-Louis. Purée. Ah, non. En termes d'élèves et tout, personne, c'était cool. Franchement, des super bonnes rencontres, des personnes incroyables. Je pense que même humainement parlant, je me suis beaucoup plus ouverte à Saint-Louis. Aussi, en tant qu'ado, j'étais un peu plus confiante sur mon identité, etc. Donc, c'était un autre niveau. Mais d'un point de vue scolaire, bah, mon vieux, j'ai souffert. Ah ouais? Ah ouais. C'est dur à quel point pour toi, du coup? Saint-Louis, c'est connu pour être une école d'élitistes. Hein. Moi, je le dis. Voilà, je le dis. Aussi, on va le dire. Non, j'ai du mal. Eux, ils veulent faire leur quota, en fait. Ça veut dire que si tu rentres pas dans le moule, ça va pas. Alors, sur les cours créatifs, c'était incroyable. J'avais un cours... dessin, non? Quelque chose comme ça? Non, c'était il y avait un cours un peu autour du théâtre et ça, j'adorais. C'était incroyable. Mon prof, Monsieur Paganini, j'ai pas oublié son nom. Paganini, ça me dit. Ouais. Il était incroyable. Et franchement, c'est un des profs qui m'a le plus appris sur ma manière de m'exprimer, ma manière de me tenir, etc. Il m'a appris énormément. D'un point de vue créatif aussi, ça m'a permis d'encore plus me développer humainement parlant. Mais les autres cours, je souffrais en fait. Il n'y avait aucune organisation. Quand t'expliquais que t'avais un trouble, ouais, ok, on va aider. Il n'y avait aucune aide, rien du tout. Pourtant, ils se disaient, on aide plus les troubles. Tu parles. Rien du tout. Et au final, je me suis quand même battue. J'ai travaillé comme une folle. Et à la fin de l'année, donc là, je recommençais ma 3e. On arrive en fin d'année, juin, remise des bulletins, etc. J'ai réussi mes examens.
Alhamdoulilah. Franchement, j'ai géré. Je me suis battue, mais j'ai géré. Mais à ce moment-là, je suis confrontée à un professeur qui me dit, mais écoute, là, voilà, t'as réussi, c'est tout juste, t'as réussi, c'est bien, mais peut-être que Saint-Louis, c'est pas fait pour toi. Ah, ils la font tellement, celle-là. Oh, c'est peut-être pas adapté pour toi. Peut-être que tu devrais voir une école qui est plus adaptée pour, tu sais, pour les personnes comme toi. C'est vraiment ça. Et je me dis, pour les personnes comme moi, quoi, les personnes qui ont des troubles, des handicaps. Or que, en soi, ils sont là pour aider, comme ils disent, nanani, s'adaptent en fait. Et tout, d'après ce qu'ils disent. Rien du tout. Rien du tout. Moi, à ce moment-là, je me dis, faut pas me dire ça 2 fois. Moi, si vous êtes en mode anti-trouble, moi, je bouge. Et c'est ce que je fais. Je décide de bouger, du coup, à l'Athénée Léonide de Ouara, qui était pas très loin. Et je décide de bouger. Je me dis, allez, ciao Saint-Louis. Vous m'avez saoulé, vous m'avez fatigué. T'as fait 1 an, ça veut dire? Ça, j'ai fait 1 an et j'ai bougé. C'était 1 an, attends. Ah ouais, non, mais c'était long. Même moi, quand je le raconte, j'ai l'impression que j'ai fait longtemps. Mais j'ai fait 1 an là-bas. C'est 1 an. 1 an à Saint-Louis, et puis tu te barres. Waha. Je me barre. Nouvelle. Tu changes déjà, ça fait 3 écoles que tu changes. 3 écoles. Je sais bien que les changements pour nous, enfin, à cet âge-là, c'est compliqué. C'est genre, tu perds tes repères 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, t'as un peu l'habitude, quelque part. Tu sais, clairement. C'est une nouvelle école, ok, c'est la rentrée, nanani, nanana. Comment ça se passe, du coup, ton changement d'école? Franchement, j'arrive à Ouara et je me dis, pourquoi j'ai pas été dans cette école depuis le début? Ah ouais? Ah, mon Dieu, là, pourquoi? Qu'est-ce que tu découvres? Dans cette école, je découvre déjà une école qui est à l'écoute. Qui est prête à se donner corps et âme pour aider des personnes, dans mon cas, qui ont des troubles de l'apprentissage, etc. Ils ont vraiment une belle adaptation par rapport à ça. Et puis, ils prônent vraiment quelque chose, c'est le fait qu'on travaille à l'école et puis à la maison, on veut que vous vous reposez. Et ça, c'est ce que j'ai kiffé et je trouve que c'est ce qui manque énormément. Je veux bien qu'on doit travailler chez soi, mais il y a des limites. Ouais, doucement. Vraiment doucement, pardon. On a une vie quand même. Quand même. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, c'est que les jeunes se développent aussi d'un point de vue créatif. Ok. Ils prônent l'idée qu'on a différents types d'intelligence et qu'on peut tous les exprimer d'une certaine manière. Et ils prônent vraiment l'idée qu'ils veulent que chacun développe son type d'intelligence. Et ça, c'est ce que j'ai kiffé. Donc là, c'était vraiment... Tu t'es senti comme dans une safe place, un bon endroit, vraiment. Là où il fallait que tu ailles depuis le début. Depuis le début. Et à ce moment-là, en parallèle, ça se passait comment? Je veux dire, le mannequinat était toujours dedans ou comment ça s'est passé un peu? À ce moment-là, à cette période-là, je m'étais réorientée vers autre chose. Ok. Ouais. À ce moment-là, le mannequinat, j'avais compris que j'avais peut-être pas ma place dans cet univers ou dans ce pays, qui est la Belgique, ça aussi. n'était pas préparé peut-être pour mon type de profil qui était, je dirais, peut-être atypique pour eux. Et je décide, à l'aide d'une très belle personne, de me réorienter vers la création de contenu, qui était le fait d'être blogueuse, influenceuse à ce moment-là. Mais c'est quelle année, si c'est plus ou moins? On est vers quand même 2015-2016, je pense. 2015-2016, du coup, tu te réorientes. Parce que c'était un moment où c'était pas trop le truc. Ouais. Et tu t'es dit quand même... T'as commencé comment, en vrai? En fait, sous les conseils de cette personne, elle me dit, écoute, l'influence, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est en plein développement, mais il y a moyen de faire tellement plus de choses. Et toi qui aimes la mode, tu vas pouvoir continuer à exprimer la mode à ta manière sur les différentes plateformes qui sont proposées. Elle me dit, vas-y, fonce. Le mannequinat, c'est cool et tout, mais si ça ne fonctionne pas ici, tu peux aller ailleurs, mais ça va te prendre combien de temps avant de trouver une agence qui va te prendre? Et tu dépends, entre guillemets, un peu de ça, d'une agence qui va vouloir te prendre et qui va pouvoir développer ton profil. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à me donner autant, je pense, corps et âme, malgré que j'avais quand même contacté des agences à l'étranger et que j'avais quand même contacté des agences à Londres. Il y a une agence qui m'avait donné un retour positif, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais en mode, c'est plus pour moi. Ouais, c'était une bonne agence. Avec le retour positif, une bonne agence, et toi-même, de ton point de vue, tu t'es dit non. De mon point de vue, je me suis dit non. Peut-être que... Est-ce que c'était une erreur? Je sais pas. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment dit, je me sens plus de subir ce que j'avais subi. Je fais, quand bien même ils m'avaient prise, comment ils allaient me traiter, si ça se trouve, ils allaient mettre des conditions et des trucs que je voulais plus être confrontée à ça. Je pense que j'avais déjà été assez touchée, j'avais déjà été assez cassée
Et en tant que jeune fille, j'avais plus envie de ressentir ça. Du coup, là, tu vas créer. Là, tu crées clairement. Et comment ça se passe? Du coup, on te dit de t'orienter. Tu vois déjà... Enfin, tu consommais déjà pas mal de contenu du genre. À ce moment-là, je suivais surtout des youtubeuses. Et je suivais dans les créatrices de contenu Léna Mafouf. Je pense que Léna Situation, pour ceux qui n'ont pas la réponse. Léna Situation, c'est celle qui m'inspirait le plus. C'était celle vers qui je pouvais m'identifier aussi. Je me retrouvais beaucoup en elle. Et c'était déjà un point de départ. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je me lance, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai pas vraiment de DA. J'étais déjà sur les réseaux sociaux, j'étais déjà active, entre guillemets, mais il n'y avait pas spécialement une ligne conductrice. Genre, je me filmais et je me prenais en photo de manière très libre, sans me prendre la tête de est-ce que la lumière est bonne, est-ce que les photos se suivent, est-ce que le feed est bon. Genre, c'est vraiment spontané. Publié sur Insta, tranquillement. Je prenais pas la tête. Si je vais faire 10 posts dans la journée, je postais 10 photos. C'était Insta, en fait. On se cassait pas la tête, on prenait des photos, on postait et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, du coup, comment t'as vu... ça a été quoi le changement de « Ok, maintenant, je dois faire comme ça pour arriver à ça, pour avoir des abonnés, etc. » Comment ça change et comment tu fais? À ce moment-là, ma première idée, c'est de prendre plus de photos professionnelles, entre guillemets. Donc, montrer un côté plus... je suis quelqu'un. Donc, je prenais des photos, je posais un peu plus, je m'apprêtais. J'ai commencé à ce moment-là à faire plus attention à ma manière de m'habiller, de me trouver une identité à travers mon style. J'ai commencé à faire attention à tout ça. Dès que j'avais un peu de temps, je chippais mon petit frère et je disais « Allez, va me prendre en photo. » Allez. Vraiment, il a souffert. Hein. Il a souffert, le petit. Franchement, mais merci. C'est grâce à toi. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Il me prenait tout le temps en photo. Et des fois, il boudait. Il fallait négocier. Vas-y, je te donne 10 balles en échange. Vas-y, un quick en échange. Mais il se levait et il me prenait tout le temps en photo. Et on sortait dehors, autour d'Herstal, faire des shoots. À ce moment-là, tu faisais déjà des photos et tout. Enfin, tu essayais vraiment de professionnaliser le truc. Absolument. Quelque part. J'essayais. Je faisais de mon mieux sans spécialement trop me prendre la tête aussi. Tu sais, c'était nouveau. Donc, je ne comprenais pas tout l'aspect... marketing derrière. Moi, j'étais vraiment en mode je veux être jolie et poster des photos. C'était tout. Et à ce moment-là, c'était quoi un peu... Est-ce qu'il y avait de l'engouement sur toi ou les gens te voyaient plus et il y avait plus d'interactions, etc. avec les gens? Je pense que ouais, beaucoup plus. Je pense qu'il y avait ce côté où déjà... Je dirais pas que je suis pas naturelle aujourd'hui, mais il y avait ce côté plus spontané en fait où je me prenais pas la tête. Et puis j'arrive là, je postais mes photos. Enfin, je me prenais pas trop au sérieux aussi. Et puis d'un côté, mon changement d'image du jour au lendemain, je pense, a été aussi un peu un point d'interrogation qui a attiré. Donc ouais, je pense qu'il y a eu un meilleur engouement à ce moment-là et que Quand tu parles de changement d'image, c'était quoi exactement? J'avais ce côté un peu très madame dans mon style, je pense. Ok, déjà, c'est très madame, mademoiselle. Tu mettais dans ma tête, tu mets des talons, tu portes des robes. Voilà, des petits talons, des trucs, un style. Et en même temps, j'avais déjà un peu ce style, je dirais, atypique. Je voulais avoir mon propre style aussi. Ah, donc, déjà à ce moment-là. Ouais, je faisais un peu attention. Je suivais un peu les tendances, mais sans trop les suivre. C'était quoi un peu le regard des autres? Parce que je sais que quand on a un changement comme ça, et surtout à cette période-là, on est très vite catégorisé comme la meuf qui, tu vois, elle se prend pour qui, etc. Est-ce que tu as eu ce genre de remarques? Absolument. Surtout, je venais d'arriver de Liège. J'avais cette attitude qui était trop hautaine pour certaines personnes parce que je m'exprimais d'une certaine manière. Puis j'arrive avec mon style, je suis affirmée, je suis active sur les réseaux sociaux. C'était vraiment, il y a l'influenceuse. Enfin, tu vois, c'est très remarque. Il y a la mannequin. Ils aimaient trop dire ça, la mannequin. Ça me tue quand on dit ça. Il y a la mannequin d'Herstal. Ça me faisait trop rire. Ça me faisait trop rire. Mais ouais, directement. Puis même dans la MIF, tu vois, il y a le mannequin de la famille. Je sais pas si c'était toujours très positif, mais en tout cas, on le lâchait tout le temps. J'étais en mode, C'est quoi, ça te gênait un peu ou... Enfin, après, tu vivais avec. Mais je vivais avec. En fait, je sais que, comme tu dis, tu vois, il y en a qui le disaient de manière positive, donc ça me faisait rire. J'étais un peu intimidée, j'étais gênée. Mais je sais qu'il y en a, quand ils le disaient, c'était avec
une pensée un peu négative. Okay, tu vois, genre, sentais ça. Ah ouais, l'influenceuse, mais tu vois, c'est pour le mode, ah ouais, c'est celle qui se la joue, celle qui... Et tu sais, encore une fois, comme c'était pas un métier très connu à ce moment-là, le fait que j'étais là à poster, à essayer de me donner une image aussi, je sais pas, d'être une fille active, d'être quelqu'un qui a une vie qui bouge et tout. Donc là, ça gênait certaines personnes, je pense. Dans ton entourage, ça? Je sais pas dans mon entourage, mais en tout cas, d'un point de vue scolaire, les gens qui arrivaient et qui voyaient mes réseaux, ben, je voyais bien que... que tu devenais quelqu'un un peu. Ouais, en mode, elle se prend pour qui elle. Ouais, le classique. Ouais, le classique. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais ça, c'est pas quelque chose qui t'a arrêté ou qui t'a freiné dans ta création, vraiment même pas. Le fait de te montrer, etc. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et puis moi, je me disais, au moins, ils viennent regarder, en fait. Voilà. Donc, tu parles, mais tu cliques. D'ailleurs, par rapport à ton physique, ça va, t'as pas eu beaucoup de remarques, je veux dire, dans ta jeunesse ou quoi? Si. Ça a été très dur. J'étais très mince et j'étais très élancée. Et c'est triste à dire, mais chez nous, quand tu as ce physique, c'est signe que tu ne te nourris pas et que ta mère ne te nourrit pas. Et c'est le genre de réflexion que j'avais tout le temps. Tu manges pas, ta mère, elle te nourrit pas. Et quand j'étais à Keene, c'était pire. C'est quand la première fois que t'es allé à Keene, du coup? J'étais à Keene... vers 2010, 2011. Donc j'étais encore toute petite en plus. Et là, t'avais que des remarques dans le genre? Que des remarques. Lia, allez, mange, on te resserre. C'était horrible. Je le vivais mal parce que déjà, on faisait passer ma mère pour une personne qui me nourrissait pas. Et moi, je suis très attachée à ma mère. Donc le simple fait qu'il y ait une connotation négative avec ma mère, j'avais du mal. Et puis, je mangeais, quoi. Je suis juste une gamine et j'ai un métabolisme différent. Et du coup... ouais, mon corps... c'était quelque chose... Vraiment, j'ai eu toutes les remarques possibles et je l'ai très mal vécu. Ça, c'était déjà quand tu étais petite et quand tu as grandi, c'était comment un peu Quand j'ai grandi aussi, c'était toujours aussi compliqué. J'avais toujours un peu ces réflexions. C'était moins qu'avant. Maintenant, en grandissant, c'était la mannequin. La mannequin, tu vois. La mannequin, tu vois. Et j'ai été aussi confrontée à une relation où la personne... me descendait aussi un peu physiquement. Donc, ça m'a pas aidée. Et à ce moment-là, j'étais ado, donc j'étais vraiment en train d'encore plus me construire et ça m'a pas aidée à aller mieux, quoi. Psychologiquement, c'était un moment vraiment Psychologiquement compliqué. parlant, c'était horrible. Horrible. Comment t'as justement su pallier à ça, je dirais? C'est quoi qui te faisait aller mieux, je veux dire? Les réseaux sociaux. C'est très contradictoire, mais les réseaux sociaux, le fait de pouvoir être moi, et obligé en fait d'être moi et aussi d'avoir des bons retours de personnes qui te complimentent et tout, je pense que ça m'a aidé à me dire en fait t'es une jolie fille, Lola. T'es quelqu'un. T'es quelqu'un et tu dois t'aimer tel que tu es parce que si toi tu t'aimes pas, ça va être dur. Qui le fera? Et ça a été un très long travail, hein. Ça, je te parle de ça, je pense que je me sens bien dans ma peau que depuis 2-3 ans. Damn, c'est récent de fou, là. Ouais, c'est récent. Non, travail. Je suis passée par une période où j'ai commencé à prendre carrément des sirops pour prendre du poids. Ah ouais? Ouais. À ce point-là, tellement les réflexions... Tellement les réflexions, tellement le jugement. Puis bon, les réseaux aussi, à un moment, j'ai été touchée aussi par les réseaux à un moment qui m'ont confrontée. Je voyais certaines femmes avec certains corps et je me disais, mais moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je prends du poids. Et oui, indirectement, j'ai été touchée. Et je suis passée aussi bien de la personne qui voulait faire des régimes pour être le mannequin parfait à la personne qui voulait prendre du poids pour qu'on arrête de la saouler, en fait, avec son corps. Ok, c'était la période de, je veux dire... C'était 2016, tu m'as dit, hein, plus ou moins? Ouais, je pense, ouais. C'était et un peu plus. La période où les femmes formées, c'était vraiment ce que les gens voulaient. Où c'était vraiment le type parfait, genre. Tout Absolument. Le monde voulait une femme formée, c'était beau. C'était vraiment... Et du coup, t'étais vraiment dans tout le contraire. Et on t'a fait remarquer, etc. Ouais. Ça a dû être tellement... Ouais, c'est dur.
Ouais. Mais tu continues à quand même bosser sur les réseaux, tu postes, etc., malgré les critiques, etc. Bien sûr, je continue, je m'arrête pas et je me découvre vraiment en fait une passion dans tout ça. Et je vois que ça évolue, je commence à travailler avec des premières marques, je commence à faire mes premiers déplacements, être invitée à des premiers petits trucs, tu vois. Comment s'est passée la première invitation, première collaboration? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Invitation, je me souviens pas de mon premier événement, mais la première marque, je m'en souviens très bien, puisque c'est une marque que je continue à énormément affectionner, c'est H&M. Damn, this shit's crazy. Ouais, H&M, quand même. Ouais, je me souviens, ce jour-là, j'étais chez moi, je sors de ma douche et je vois un mail, et je vois « Nous aimerions te contacter, nanana, je vois H&M ». Moi, je me dis, bon, c'est un spam, c'est faux, c'est fake, tu sais, il y avait beaucoup de mails fake à ce moment-là, donc j'y crois pas. Puis je lis, et je vois le nom du PR, donc du responsable des relations publiques. Et je me dis, je vais quand même aller regarder son nom sur Instagram. Je vérifie, et je vois que c'est une vraie personne. Déjà, ça, tu te dis, oh, je me dis, donc, ok, il se passe quelque chose. À ce moment-là, je m'habille, et je cours au bureau de ma mère. Je cours l'annoncer, c'est la première personne à qui je pouvais l'annoncer. Je cours l'annoncer à ma mère. Et là c'est le début du commencement. Comment ça se passe du coup? Comment c'était? Alors, comment tu vis le truc? J'étais hyper heureuse. Enfin, c'était ma première grosse collab avec une marque avec laquelle j'ai grandi. Enfin, j'allais m'habiller chez H&M, donc je connais très bien la marque. Et là, de passer de cliente à représentante de la marque, c'était juste incroyable. Donc, à ce moment-là, ils me contactent directement en plus pour un gros truc. Je devais représenter la partie Divided, qui sont les collections pour les adolescents. Donc, je me dis, waouh, représentatrice et tout. Je vais à leur rencontre, je reçois les pièces et puis ça fonctionne bien. On continue. Collab sur collab avec Kangol. Ils avaient une collab avec Kangol, c'était incroyable. Et puis, au fur et à mesure, je grandis, je deviens une jeune femme et ils me proposent de passer aussi à la catégorie plus au-dessus, plus adulte, avec les collections Studio et Innovation, qui sont des collections un peu plus premium, très travaillées, qui sortent 1 à 2 fois par an. Et là, ça change tout. Là, on est en 2020, je pense. On est avant. On est encore un peu avant quand même. Je dirais entre 2017 et 2019. Ok, 2017-2019, du coup, t'as les collabs, les choses se passent bien sur les réseaux, t'as de plus en plus de trucs qui arrivent, etc. Et comment ça se passe, je veux dire, comment tu fais pour collaborer en vrai? Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que tu vas signer? Est-ce qu'il y a des contrats? Je sais pas. À ce moment-là, je connais pas encore très bien tout ça. Ça veut dire que moi, je démarche personne. Je laisse les choses venir à moi et puis je me dis, j'ai une collab. Mais il y a on fait un bond au-dessus, plus loin. Il y a quelques années, je me suis dit, en fait, j'en ai marre d'attendre que les marques viennent à moi. J'en ai marre. J'ai envie de travailler avec telle marque, mais il y a tellement de profils, en fait. Il y a tellement de créateurs de contenu. Juste me dire, un jour, ils vont venir à moi, ok, tu peux faire ta prière, mais ça suffit pas. À un moment aussi, il faut aller bousculer les portes. Et je me suis dit, j'en ai marre d'attendre, je vais aller bousculer les portes. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à les contacter sur Instagram, par mail. Je faisais des énormes recherches où pendant des heures, je cherchais les mails de ceux qui s'occupaient des relations publiques, des relations entre influenceurs et marques. Enfin, ça a été un gros travail de recherche et ça a fonctionné. Je pense que j'ai jamais autant réussi et évolué que depuis que j'ai été tapée aux portes. Et là, tu le faisais déjà, du coup, en 2019, etc. 2019, c'est vraiment la période où je me suis dit, il est temps, en fait. Si tu veux évoluer, tu peux pas juste attendre qu'on vienne à toi. Il faut aussi aller vers les gens. Enfin, tu vois, comme j'ai dit, il y a tellement de créateurs de contenu. Ils ont tellement de profils à gérer. Ils n'ont pas le temps de checker tout Instagram. Donc, je fais un moment, il faut aller te présenter et dire que tu as de l'intérêt pour leur marque et tu as envie de bosser avec eux, en fait. Et ça a fonctionné. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu étais grave actif en plus de toutes les recherches que tu fais. T'as l'école, t'as ça. Et tu taffes aussi, je suppose. À ce moment-là, oui. Je travaillais, j'ai commencé avec un job à Plopsaco. Damn! Ouais, Plopsaco. Je jouais les mascottes. Donc, t'étais le big boy là. J'étais le lutin Plop. Ouais. Mais
fallait se faire de la maille et c'était vraiment important pour moi d'avoir mon indépendance financière. Donc, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir commencer à jobber, j'ai commencé. Ça veut dire vers des 16 ans, etc. Ouais, tu bossais déjà à ce moment-là? Plopsaco, c'était mon premier job. Premier job. Puis j'ai enchaîné avec un job chez Colruyt. Que j'aimais pas spécialement. C'était physique. En fait, physiquement, c'était dur. C'est physique. Debout toute la journée, non? Debout toute la journée. Puis à ce moment-là, j'avais mon problème de pied, donc je pouvais pas rester longtemps debout. Donc je me suis dit, pardon, on va chercher autre chose. Et je jobbais en été chez ma mère, dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Je jobbais là-bas en été. Et entre-temps, j'ai commencé à postuler ailleurs parce que j'en pouvais plus de Colruyt. Ouais. Et par chance, j'ai été postulée chez Snipes où j'ai été prise. Ah, c'était bien, c'était tranquille, c'était une bonne période. C'était le meilleur job, j'ai kiffé ce job. T'as fait ça va, c'était tranquille, ça veut dire, les gens là-bas, l'ambiance. Snipes, c'est cool. Snipes, c'est incroyable. Franchement, on avait une bonne équipe, une équipe géniale. Donc, t'avais ce côté où t'arrives au boulot et tu sais que t'allais être avec des gens cool. Donc, ça te motive déjà. Je pense que l'entourage, les personnes avec qui tu bosses, c'est déjà un gros truc. Et c'est ce qui a joué. Puis chaque mois, j'avais ma paye. Moi, j'étais contente. T'es là, t'es jeune et tous les mois, t'as ton argent qui tombe et t'as même plus besoin de demander à maman, je peux de l'argent pour acheter ça ou pour acheter ça. T'es là, tu te dis financièrement, c'est magique. T'avais déjà, financièrement, t'étais déjà libre, je veux dire. Ouais. T'avais une certaine maturité déjà tôt, j'ai l'impression. Ouais. T'as toujours été un peu plus mature que les gens de ton âge. Ouais, toujours. Comment ça se fait? Je pense que, encore une fois, maman. Maman a tout fait pour. Elle a vraiment tout fait pour que je puisse bien me tenir. Tu sais, elle me mettait les livres sur la tête pour apprendre à bien marcher droit, etc., bien me tenir. Elle me disait toujours, on ne sait jamais si tu te maries à un ministre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Elle me lâchait tout ça, il faut bien te tenir. À bien m'exprimer. Puis c'est vrai qu'aussi avec mes troubles, j'ai dû apprendre à vraiment faire attention à ma manière de prononcer les mots, etc. Donc j'ai toujours eu ce petit truc où même petite, je ressemblais à une petite madame, quoi. Ok, bien. Toujours bien, voilà. Je parle comme ça, je m'exprime comme ça. Et c'était quelque chose de très agréable parce que du coup, quand on me le faisait savoir, j'étais contente. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui me disaient, mais elle se prend pour qui, elle pourquoi elle parle comme ça? Ça te descend, là. Ça te descend. Pourquoi elle parle comme ça? Elle est hautaine. Elle prend les gens de haut. Non, je parle juste bien, en fait. Putain, c'est incroyable. Ouais, tout ça, grâce à la daronne qui a fait un travail vraiment, incroyable. Ouais. Là, en 2019, je vois 2019, 2020, tu taffes, t'as tes trucs. Ça se passe bien, en vrai, j'ai l'impression. Ouais. Après un long périple, j'ai l'impression qu'on voit un peu le bout du tunnel, ça se passe bien. Et toi, j'ai une question. Toi qui es métisse, comment ça se passe un peu Je sais que c'est toujours compliqué. Genre, j'ai l'impression d'être métisse, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit ouais, moi, avec la famille et tout, ça a toujours été tranquille, etc. Toi, par exemple, est-ce que, dû à ton métissage, même au niveau des réseaux, etc., ça t'a forcément, je veux dire, impacté, etc. Est-ce qu'on a dû dire des trucs mauvais, etc., ou pas du tout? On m'a jamais vraiment dit des choses très négatives. Je peux pas dire que je vis mal mon métissage. Ok. Je l'ai mal vécu parce qu'à un moment, j'ai une crise identitaire. Mais j'ai jamais vraiment été confrontée à toi la métisse. Tu vois, j'ai jamais vraiment été confrontée à ça. Je pense que la seule fois où j'ai vraiment dû me remettre en question sur mon métissage et ma culture en général, c'est lors de la période du Covid, lorsqu'il y a eu le décès de George Floyd, et que je me suis beaucoup exprimée sur ça à travers mes réseaux sociaux. Tu es quelqu'un d'engagé. Voilà, je suis quelqu'un d'engagé. Et j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont dit « Mais toi, t'es métisse, t'es pas concernée, pourquoi tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que t'as à dire ?» Et je l'ai très mal vécu parce que déjà, je suis quelqu'un d'engagé, donc dénoncer les choses, ça fait partie de moi. Puis, une partie de moi me disait « Mais pourquoi je peux pas m'exprimer? Pourquoi je peux pas dire quelque chose par rapport à ça ?» Et je l'ai très mal vécu parce que j'ai toujours été à l'aise avec mon métissage. Mais c'est vrai que ce moment-là m'a amené à traverser une grosse crise identitaire où je me suis posé des questions, tu sais.
je me suis dit, et quoi, je suis noire, je suis blanche, je suis quoi, enfin, tu sais, et puis les gens te posent souvent la question, tu te sens plus noire ou blanche? Et à ce moment-là, cette question, j'y répondais jamais parce que je comprenais pas la question. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ayant été confrontée à ce genre de réflexion, je me suis assise, je me suis dit, mais je suis quoi en fait? Je suis qui? Donc je suis 2020, quoi? là, avant Covid, etc. D'ailleurs, comment il s'est passé ton Covid en vrai? Moi, j'ai adoré le Covid. Ah ouais. Enfin, je suis désolée, je sais que c'est une période très dure. Hein, et ça, je dis pas... Ah non, mais non, c'est une période très dure et c'est vrai que de l'extérieur, c'est une période horrible de voir autant de personnes perdre la vie. C'était effrayant. Non, ça. Mais toi, moi, personnellement, ça m'a fait du bien d'être enfermée. De rester chez moi, dans ma bulle. Je pense que je me suis jamais sentie aussi bien. Je pense que déjà, c'est par rapport à l'école. Étant donné qu'à l'école, c'était dur, ça me faisait du bien de plus aller à l'école, de pouvoir travailler à mon aise, dans mon propre équilibre. Ça me faisait du bien d'un point de vue scolaire. Et puis, d'un point de vue humain, ça m'a aidé à travailler beaucoup de choses. Énormément de choses. C'est-à-dire j'ai des problèmes d'anxiété, donc j'ai pu prendre plus le temps de travailler sur ça, de plus me reconnecter avec moi-même, de plus apprendre à travailler sur toutes ces choses qui me stressent au quotidien. Enfin, quand tu es confronté au fait que plein de gens sont en train de mourir autour de toi, c'est prenant, c'est effrayant et j'ai dû vraiment travailler sur beaucoup de choses, apprendre à me détendre, respirer. Et je pense que c'est pour ça que cette période m'a fait du bien, parce que ça m'a permis en fait de me reconnecter avec moi-même, comme beaucoup de personnes, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Le COVID. Surtout pour les artistes et tout, ils ont vraiment pris leur temps pour eux, se reconcentrer. C'est souvent en fait, souvent les gens, enfin nous tous, j'ai l'impression, tous les créatifs, il y a eu un avant et un après Covid. Absolument. Sortant de ça, comment tes réseaux évoluent un peu? À ce moment-là, ça évolue bien. Encore une fois, je suis de plus en plus affirmée sur qui je suis, sur mon identité. Je m'exprime beaucoup à ce moment-là. Je suis beaucoup plus à l'aise à m'exprimer en story. Là, tu parles clairement. Ouais, je parle clairement. Voilà, il y a tristement l'affaire George Floyd. Donc, je m'exprime énormément. Et du coup, je découvre, je pense, une autre facette de moi à ce moment-là. Ok, tu te redécouvres quelque part un autre exercice. Ouais, un autre exercice. Vraiment, la Marie qui s'exprime, qui échange avec les personnes, qui échange à travers d'autres plateformes. C'est vrai que j'étais vraiment toujours dans ma bulle. Moi, je postais et puis c'était tout. Mais là du coup... le contact avec les autres et tout. Beaucoup plus de contact, beaucoup plus discuter, débattre avec des personnes. Et du coup, c'était tout à fait différent. C'est révélateur un peu de ce que tu aimes faire en termes de contenu maintenant, parce que maintenant tu parles. Maintenant, tous les jours presque, tu parles, tu vois. Et là, c'était vraiment le début, en fait. Avant ça, tu parlais, c'était vraiment pas un exercice que tu faisais, c'était juste tu postais et puis c'est tout. Ouais, en tout cas, pas sur Instagram. C'est vrai qu'à ce moment, à cette période-là, j'avais Snap, et Snap, c'était vraiment l'endroit où tu parles, tu racontes ta vie, tu filmes tout. Donc sur Snap je m'exprimais beaucoup, mais sur Insta je restais très limitée. Snap c'était vraiment ta communauté, je veux dire les gens que tu connais dans la vraie vie, des gens que je connaissais dans la vraie vie, des connaissances que j'avais croisées 1 ou 2, 3 fois. Mais en tout cas c'était toujours, vous êtes vus au moins une fois. On s'est vus au moins une fois. Instagram c'était vraiment le monde. Absolument, c'est vraiment ça. Et là tu as commencé à parler, etc. T'as dit avec George Floyd, etc. C'était un moment compliqué quelque part. Et après ça, qu'est-ce qui se passe en termes de... Je veux dire, tu as toujours des collaborations, etc. Les choses se passent. J'en ai toujours. Malgré le Covid, j'ai quand même eu quelques collaborations. Pas autant que ça, mais il y en avait quand même quelques-unes. Et puis, ça m'a surtout aussi appris à me dire qu'il y a les collaborations, mais tu ne dois pas hésiter non plus à développer ton contenu d'une certaine manière pour avoir d'autres collaborations. Et aussi de simplement pas toujours poster quand tu as des collabs, mais aussi juste poster de manière comme ça, créative, pour continuer à être actif, quoi. Là, tu pensais du coup feed, stratégie, un peu, ça commençait vraiment... À ce moment-là, j'ai commencé un peu plus à penser feed, code couleur, idées. À ce moment-là, j'étais dans un côté très bohème, très vent, cheveux à l'air, couleur très... très... Un peu... Enfin, je dirais... C'était très poétique. Et en plus, je mettais un espèce de filtre un peu rosé sur mes photos. Enfin, j'avais ce côté très poétique à ce moment-là.
qui n'a rien à voir avec maintenant. Ah ouais, non, vraiment rien à voir. Là, t'étais vraiment dans des petits nuages, tu nous faisais... Ouais. C'était vraiment chill. Ouais, vraiment chill. C'était chill. Vraiment chill. 2021, j'ai pas trop d'infos sur ton année 2021, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, fin Covid, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ton année un peu 2021? Alors, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un. All right. Ouais, durant le Covid, j'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai échangé. On se voyait beaucoup en cachette. Ah ouais, illégalement. Illégalement, vraiment illégalité. Mais c'était cool. Ça donnait un petit côté Bonnie and Clyde. Et ouais, on se voyait, on discutait. Et du coup, fin du Covid, on a pu commencer à faire un peu plus d'activités, à faire un peu plus de choses. Les cours ont repris, donc il a fallu se remettre à fond et tout. Je pense à ce moment-là, j'avais même eu mon CESS, donc je commençais ma première année en supérieur. Ouais. Du coup, t'as réussi toutes tes années sans souci. Alors, j'avais dû recommencer une année. Ok. Ouais, j'avais dû recommencer une année à cause d'un problème de documents. Merci Saint-Louis, encore une fois. Hein. Oh ouais, toujours eux. Toujours eu. Ouais, j'ai dû recommencer une année à cause d'un problème de documents. Mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir rester en général et de continuer mon année en général et d'obtenir mon CESS. T'es au CESS. Les choses se passent bien, j'ai l'impression. Non, les choses se passent quand même plutôt bien. 2021, c'est bien passé en vrai. C'est une bonne année. Je commence le supérieur. Je me retrouve avec ma meilleure amie qui a choisi les mêmes études que moi. C'était quoi les études? Donc, on faisait des études de logopédie. Ouais. Ok, on repart à la ressource. Ouais, vraiment, c'était un peu la suite logique pour moi de me dire, on m'a aidé et je veux aider en retour. Donc, j'ai décidé de commencer la logopédie. J'ai ma meilleure amie avec moi. J'ai rencontré un homme que j'aime. Au niveau influence, ça a fonctionné bien. J'allais à ce moment-là sur Paris. Ah ouais. J'allais sur Paris. Là, c'était le premier gros déplacement avec... Premier gros déplacement sur Paris pour des petits événements à gauche, à droite avec une amie. Et ouais, non, c'était cool. Putain, donc ton année 2021 se passe bien, tranquillement. Franchement, ça faisait que ça, en fait. Ça, les choses se passaient bien, niveau scolaire, ça allait. Ouais. Enfin, t'arrives en logopédie, tout ça, tu réussis ton année, tout se passe bien. Yeah. Et du coup, arrive 2022. 2022, où ça a été une année, j'ai l'impression, un peu comme ça. Genre, pour ceux qui ne voient pas ce que je fais, il y a eu beaucoup de hauts comme de bas 2022. Ouais. T'arrives en 2022, il y a le cancer de je sais plus. De ma maman. De ta maman. Comment tu t'apprends la nouvelle, en fait? C'est... Ouf. C'était dur. Elle me l'annonce un peu tranquillement. Ma mère, elle est comme ça. Ah oui, c'est les mamans. Elle dit les choses trop zen et elle sait que je suis une stressée de la vie. Donc, elle me le dit de manière très zen. Elle me dit, écoute, voilà, elle avait un problème de thyroïde depuis un long moment, qu'elle avait pris un peu de temps à soigner. Okay. Et du coup, qui s'est transformé en cancer. Et du coup, voilà, elle m'annonce à ce moment-là qu'elle doit se faire retirer les parties cancéreuses, mais que c'est rien de bien grave et que c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Donc, à ce moment-là, c'est quand même un peu la descente aux enfers pour moi parce que j'avais perdu mon grand-père quelques années avant d'un cancer. Okay. Et c'est une personne... j'étais très, très attachée à mon grand-père. Okay. Énormément. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment toujours pas fait le deuil. Pourtant, de son départ, il est décédé vers 2011-2012. Et jusqu'aujourd'hui, je n'accepte pas qu'il soit parti. Et j'ai également découvert, après le décès de mon grand-père, que ma grand-mère a eu un cancer aussi. Et ça, je l'ai appris par hasard sur un papier. Oh, c'était vraiment pas... Tu devais pas le savoir. Non, c'était avant qu'on emménage à Liège. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a emménagé à Liège pour venir s'occuper d'elle. Mais voilà, j'ai découvert ça sur un papier et c'était horrible. Oh ouais, t'apprends une nouvelle qui te rappelle la nouvelle d'avant déjà. Qui me rappelle encore la nouvelle d'avant. Enfin, c'était un cercle. Ouais, un cercle horrible. Ouais. Du coup, là, je suppose que t'as pas mal de soutien de ton homme. On peut dire ton homme aujourd'hui. Ouais, absolument. Il a été juste incroyable. Et c'est ce qui m'a convaincue qu'il devait faire partie de ma vie. On était vraiment fraîchement ensemble à ce moment-là. Et j'avais dû me déplacer en France, je pense, alors que ma mère se faisait opérer. Et il s'est occupé d'elle.
Il a été la prendre à l'hôpital. Comme si c'était un membre de votre famille déjà. Vraiment. Il s'est occupé de ses courses. Il l'a ramené à la maison. Enfin, il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait le devoir d'un homme incroyable. Il a été juste incroyable. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu que c'est un homme qui devait faire partie de ma vie. Peu importe comment on allait évoluer. À ce moment-là, on était en couple, mais je me disais, je ne sais pas ce que la vie nous réserve, mais cet homme doit rester dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Damn, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, les gens, si vous êtes amoureux, là, et qu'ils vous envoient des beaux signaux comme ça, gardez, ne faites pas les imbéciles, gardez, l'amour, c'est cool. L'amour, c'est bien. On stream l'amour. Mais ouais, du coup, quand même, t'as du soutien, t'arrives quand même à pallier, t'es toujours actif sur les réseaux? Toujours actif sur les réseaux sociaux et ça continue à évoluer de mieux en mieux. J'ai de plus en plus de déplacements, de plus en plus de collaborations avec des belles marques aussi. Donc, de ce point de vue, c'est ma meilleure période. Et puis, toujours avec monsieur, il m'encourage énormément dans ce que je fais. Ah ouais, du coup. Il m'encourage, il fait les déplacements avec moi. Ouais, vraiment, c'est une force supplémentaire. Tu penses qu'en tant qu'artiste, avoir quelqu'un qui puisse comprendre ou qui donne juste dire de la force, c'est très important ou c'est pas si important que ça? Absolument. Je trouve que c'est très, très important. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment... Dans notre cas, c'est ce qui fait la force de notre couple. C'est qu'on a vraiment su se donner peut-être ce petit truc qui manquait pour que ça explose dans notre créativité. Je pense que quoi qu'il arrive, s'il n'était pas avec moi, il serait allé loin dans ce qu'il fait et j'aurais été loin dans ce que je fais. Mais le fait d'être ensemble, ça a ajouté un plus. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on a besoin de cette personne qui nous pousse, en fait, et qui, dès qu'on a envie de baisser les bras, qui vient nous attraper, qui dit non, tu vas continuer. Et c'est ce qu'on est l'un pour l'autre et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Damn, c'est ce qui s'est passé, du coup, même dans tes moments les plus down, je suppose qu'il t'a quand même poussé. Et toi aussi, tu pousses, on le voit, vos stories, etc. Moi, je vous suis tous les deux. Franchement, c'est incroyable. Il y en a un qui poste, et l'autre qui les republie. Tac. C'est beau, tu vois, ça fait plaisir, franchement. C'est ça qu'on aime, et on aime voir. Et là, en plus, un big événement arrive. Moi, j'ai noté, c'est en août. Big événement, tu fais une collab avec la Samsung Family pour le Flip 4. Ouais. Et comment c'est possible? Gars. Comment ça arrive? Par quel moyen? Explique tout. À ce moment-là, je me dis, c'est encore un gag. C'est tout ce que je me dis. Je me dis, vas-y, encore un gag. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est marrant, c'est que quelques mois avant, j'étais tombée sur... je suivais déjà une très belle connaissance, Karl, qui est un super créateur de contenu, un artiste incroyable. C'est quoi son arrobase? Comme ça, les gens vont aller checker. Karl, si tu sais, de tête, je le connais pas vraiment. Je sais que c'est Karl quelque chose. On mettra, il est top. Et je tombe sur une de ses collabs avec Samsung et j'adore. Je veux dire, mais c'est cool. Je savais pas que Samsung faisait des collabs. Moi, mon premier téléphone, c'était un Samsung. Du coup, un Flip. Hello Kitty. C'était vraiment mon tout premier téléphone. Donc, j'avais déjà une petite attache à Samsung. Et quand je vois sa collab, je me dis, mais c'est trop bien. Et je me dis, OK, on note dans la liste des collabs à faire un jour. Samsung. T'avais... Oh, damn! Ouais, c'est incroyable. Je l'avais noté. Un jour, je veux travailler avec eux. Et là, quelques mois après, je reçois un mail. Bonjour Lola, on va lancer un nouveau téléphone. On aimerait que tu fasses partie de nos ambassadeurs. Comment tu réagis? Quoi? Mais je saute de joie. Encore une fois, je cours chez maman et je lui annonce ça. Je saute de joie. J'appelle monsieur et saute de joie et je me dis waouh. Déjà, je me dis le pouvoir d'écrire, c'est incroyable. À ce moment-là, j'ai commencé à tout écrire. J'écrivais encore plus. Il faut écrire. Il faut prier. Mais j'étais trop heureuse. Putain, ça arrive et tout. Big Samsung. Comment ça se passe en vrai? Comment ça se passe en vrai? Comment les choses se font? Comment t'as appelé? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites et tout? Donc à ce moment-là, on me contacte du coup pour être ambassadrice, donc pour représenter le téléphone. Et on me propose aussi en parallèle de faire une campagne avec une marque de coque qui allait collaborer avec Samsung. Donc c'est directement 2 big contrats. À ce moment-là, je me dis, OK, c'est Samsung, c'est grand et tout.
comment ça se passe? Faut que je négocie mon contrat. Moi, j'ai jamais négocié un contrat comme ça. Enfin, comment ça se passe? Et je décide de contacter Afsa, qui est une créatrice de contenu aussi incroyable, qui a un studio créatif top. Et je me dis, je l'avais rencontrée quelques mois auparavant et je me dis, je vais la contacter. Je sais qu'elle est bien établie, qu'elle a une meilleure connaissance. J'ai besoin d'avoir son avis, comment négocier, etc. Donc, je discute avec Afsa qui me donne les meilleurs conseils. Et là, on commence, contrat signé et la collaboration commence. Ok, du coup, avec Samsung, les choses se passent. Ouais. Tu vas à Amsterdam, si je ne me trompe pas. Ouais, tout se passe sur Amsterdam, principalement. Donc, on bouge beaucoup là-bas. Déjà, pour la campagne avec la marque de coque Atelier, on se déplace sur Amsterdam. Pour les événements, on se déplace principalement aussi sur Amsterdam. Donc, déjà, c'est cool parce que je découvre un peu plus Amsterdam, qui est maintenant devenu un gros coup de cœur. Et je rencontre des personnes magnifiques à travers cette collaboration. Tu parles quelle langue là-bas? Là-bas, je parle principalement anglais. Ça, l'anglais, tu tâtes? L'anglais, je sais parler. Mon problème, c'est que quand je suis dans une situation où il y a des gens que je connais, je perds tout mon anglais. C'est comme si je ne savais pas parler. Quand il y a des gens que tu connais, tu perds. Mais quand il y a des gens que tu ne connais pas, là, tu sais t'exprimer. Parce que je me dis, ils ne me connaissent pas. Au pire, je vais les voir une ou deux fois et c'est bon, en fait. Quand tu as un accent ou quoi, ou même pas? J'ai quand même un bon accent. Oh, ouais, je vais pas mentir, j'ai quand même un bon accent. British, londonien ou non, plus j'ai vraiment... Plus américain, je dirais. Hein. Ouais. Dû à mes origines, je pense que... D'ailleurs, tes origines, j'ai vu le post, je sais plus c'était quand, c'est récent. Ouais. Où t'as mis... pour ton daron. Ouais. Et que les gens, ils croient pas. Ouais. C'est dire, t'es de quelle origine? Alors, du coup, ma maman est congolaise-portugaise, donc métissée, et mon papa est afro-américain. Donc, il a grandi, il est afro-américain, il est là-bas, il habite là-bas, je le dis. C'est trop dingue. Tu l'as pas trop connu, ton papa, si j'ai bien vu. Non, je l'ai pas trop connu. Ils se sont rencontrés aux États-Unis avec ma mère. Elle était en voyage là-bas. Et c'est vrai que mon père, c'est un homme qui avait déjà un peu sa vie. Il était militaire. Enfin, voilà. J'aime pas dire que j'étais pas prévue, mais je pense qu'il n'avait pas prévu non plus d'avoir un enfant en Europe. Et nous, on n'était pas spécialement... Je pense que ma mère, à ce moment-là, avait son boulot, sa vie. Elle n'était pas spécialement peut-être prête à emménager là-bas. Donc voilà, j'ai pas grandi avec lui. On a été un peu en contact par mail de temps en temps. C'était pas facile, la communication, parce qu'à nouveau, militaire, il a quand même fait 2 grosses guerres. Entre autres la guerre d'Irak. Donc voilà, c'était pas facile d'être en contact avec lui. Ouais. Putain, mais ça va, t'as quand même un contact avec lui, c'est pas genre tu sais pas c'est qui, etc. Non, voilà, je sais qui il est, je sais à quoi il ressemble, je connais légèrement sa vie, mais voilà, ça s'arrête à là, quoi. Oh, right. Ouais. Dinguerie. Ouais. Dinguerie, tes origines. C'est vrai que c'est invraisemblable, mais... Damn. Ouais. Et là, arrive en décembre. En décembre, tu fais voilà les partenariats. J'ai noté Kiabi, Mugler, Pandora. Et tu commences les unboxings, parce qu'avant, il n'y en avait pas forcément. Tu commences les unboxings, etc. Une fin d'année 2022 plutôt sympathique, pleine. Vraiment. Et même toi-même, comment ça se passe, je veux dire, après toutes ces nouvelles qui étaient plutôt mauvaises, etc. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à tes réseaux. Ouais. Comment tu le vis, ça? Franchement, humainement parlant, je me sens de plus en plus en confiance. Je me dis, waouh, je commence vraiment à prendre ma place, en fait, dans ce métier. Et je commence vraiment à me dire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça commence enfin à fonctionner. Ça commence enfin à être comme je l'imaginais, en fait, au final. C'est vrai qu'on a cette idée des réseaux sociaux que on peut arriver et que tout peut aller très vite. Et oui, il y en a pour qui ça fonctionne et ça va très vite. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Ça fait plus de 10 ans, presque. Mais ouais, à ce moment-là, ça fait longtemps. Et c'est à ce moment-là, comme tu dis, que je commence à avoir des grosses collabs, à travailler avec des marques avec lesquelles je m'imaginais pas travailler d'aussitôt, pas jamais, parce que je me disais, je suis en confiance et je me dis ça allait arriver. J'aime avoir ce mental de me dire ça va arriver. Ça va prendre son temps, mais ça va arriver. Et là, de me dire waouh, on y est. Je me dis waouh, c'est incroyable. Et du coup, je me dis ouais, j'ai bien bossé. T'as bien bossé, les choses se passent bien. T'es toujours en logopédie à ce moment-là? À ce moment-là, je suis toujours en logopédie, mais ça devient compliqué.
statut. Je commence tout doucement à comprendre que j'ai choisi l'Ocopédie pas pour les bonnes raisons. J'ai choisi de me réorienter là-bas. Enfin, j'ai choisi pour de bonnes raisons parce que je voulais aider les personnes, mais j'avais aussi, à côté de ça, une idée de me dire que c'est un métier qui rapporte, c'est un métier qui peut fonctionner, on a besoin de logopèdes. Donc, et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai été m'inscrire. Voilà, et puis je commence à me dire que je sais qu'à côté de ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Et intérieurement, je me dis, mais en fait, meuf, t'es passée par là. Tu sais à quel point avoir une logopède, c'est tellement d'une grande aide. Et je commençais à me sentir égoïste de me dire, mais en fait, tu veux faire ça pour l'argent et tu veux faire ça que quelques années. Enfin, c'est égoïste, en fait, par rapport aux parents ou aux adultes qui vont placer leur confiance en toi. Et toi, dans ta tête, tu sais que tu fais ça en te disant qu'à la fin du mois, tu as ton salaire et que tu vas peut-être pas faire ça longtemps. Alors oui, bien sûr, j'aurais été présente pour mes patients. J'aurais été là, bien sûr, parce que mon idée, c'était vraiment d'aider les personnes. Mais intérieurement, je savais que je voulais pas faire ça longtemps. Que si autre chose fonctionnait, j'irais ailleurs. Entre autres, les réseaux sociaux. Donc, par rapport à ça, c'était... Comme tu as dit, tu te sentais égoïste à continuer là-dedans. Ouais. Alors, je décide quand même de continuer quelques mois. Et c'est finalement vers mars 2023 que je me dis, c'est bon, j'arrête. Les examens de janvier n'avaient pas été. Et j'avais à ce moment-là déjà recommencé une première année. Donc, j'avais toutes les clés pour réussir. Mais tu pouvais réussir. Je pouvais réussir. Si tu voulais vraiment, si je voulais vraiment, j'aurais réussi. Mais je sentais que ça n'allait pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué. Je m'étais dit, est-ce que le problème, c'est les études, la logopédie en elle-même, ou c'est le fait de faire des études? Parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours mes difficultés. C'est toujours aussi dur. En plus, là, t'es en sup. Donc je suis en sup. Autre chose, je pensais être prête en plus, mais pas du tout. Donc, à ce moment-là, je me dis, écoute, continue encore un peu et vois. Et après les examens de janvier, je vois que ça va pas et je me dis, ok, non, il faut que tu changes d'études. Il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu te réorientes. Et j'ai l'occasion d'en discuter avec des grandes sœurs, avec des amis, avec des personnes qui me conseillent et qui me disent, t'es jeune. Si tu dois te réorienter, c'est maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et donc la réorientation, vers où? À ce moment-là, donc, je commence à réfléchir, parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir. J'avais quand même déjà dans un coin de ma tête le fait que le digital, c'est ce que je kiffe. J'aime créer, j'aime les réseaux sociaux, j'aime cette idée de savoir comment on va vendre un produit, comment on va le mettre en avant sur les réseaux sociaux pour que ça fonctionne, pour que ça attire du monde. Et je commence à me dire, qu'est-ce que je vais faire du coup? Et je décide, dans un premier temps, de regarder un peu sur Internet. Je vais entre autres sur la page de l'IFAPME. Je regarde les différentes formations dans le digital qu'ils ont. Et très vite, je me dis, je vais faire community manager. Voilà, j'ai trouvé mon truc. Je me dis, j'aurai toujours... il y aura besoin de ce côté créatif, il y a le côté réseaux sociaux. Enfin, ça réunit toutes les clés et ça réunissait tout ce qui m'intéressait. Donc, je décide de vouloir regarder pour m'inscrire, sauf que je découvre très vite que c'est une formation adulte. Donc, il fallait quitter son statut d'étudiant. Ouais. Et à ce moment-là, je me sentais pas trop de quitter, déjà parce que quand on est étudiant, il y a beaucoup d'avantages, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. On a des réductions, tchac. Pas de taxes, on prend tout le salaire. C'est ça. Il y a pas mal d'avantages. Il y a pas mal d'avantages. Et je me dis, ok, c'est une grosse décision. Et en plus de ça, je dépendais encore de ma mère. Donc, je me dis, ok, ouais, ça veut dire totalement... voilà, tu deviens adulte, tu deviens encore plus adulte à ce moment-là. Là, c'est fini. C'est fini. Donc, je décide d'aller me renseigner auprès du CIEP pour avoir un peu leur avis et qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer pour pouvoir garder mon statut d'étudiant, mais faire des études qui sont en lien avec le digital. Et on me dirige très vite vers le e-business, vers un bachelier en e-business. L'avantage dans tout ça, c'est qu'en plus, j'allais pouvoir rester sur Liège. Je me sentais pas prête de quitter Liège et d'aller faire mes études ailleurs. Déjà pour ma mère, pour mon frère, mais surtout parce que j'avais rencontré quelqu'un. Surtout.
et que j'avais emménagé chez lui. Donc, Entre-temps, donc je me sentais pas de bouger et d'aller ailleurs et de devoir me taper les navettes. Ouais, donc là, t'étais tranquille en soi. Là, sur Liège, t'as un nouveau truc, nouveau statut, on n'est plus étudiant, c'est compliqué. Mais ça veut dire que tu dois travailler d'office. Du coup, vu que tu déménages en plus, est-ce que tu sais raconter? Alors, c'était vers 2022, on était encore en 2022 à ce moment-là, je pense. Bah écoute, à ce moment-là, ce sont les examens. Et chez moi, c'était pas chez ma grand-mère, du coup, c'était pas le meilleur espace pour étudier. Dans le big grenier? Ouais, dans le big grenier, là, c'était pas éclairé et tout, c'était pas le meilleur espace. Et du coup, monsieur avait son appartement et je lui ai dit, écoute, tu peux venir étudier chez toi. Il travaillait, donc souvent, j'allais me retrouver seule à la maison. Donc, je me dis, c'est bien pour étudier. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ramène 1 valise, 2 valises, 3 valises, je prends un tiroir et au final, je ne pars plus. Je me suis établie dans le domicile. Quel traquenard. Vraiment, quel traquenard. En vrai, oui. On en rigole souvent en disant que je suis venue squatter, mais c'est vrai qu'on parlait de toute façon un jour... évidemment, d'emménager ensemble, de vivre ensemble. Donc, ça avait du sens, mais c'est vrai que je suis vraiment... T'es vraiment venue comme une squatteuse. Voilà, on en rigole. J'ai fait la squatteuse, faut le dire. Et puis, tu t'es installée, du coup. Je me suis installée, j'avais ma tringle, j'avais mon tiroir. Bon, j'ai dû un peu gratter quand même, parce que bon, voilà, j'ai dit bon... En plus, tu prends beaucoup de place, j'ai dit, écoute, j'ai un peu plus de jeans, il me faut un 2e tiroir. Toujours dans la négociation. Toujours. Comme pour la Air Force. Vraiment. Non, toujours négocier. Toujours, dans tout. On doit toujours négocier. Ah, c'est dinguerie. Ouais, tu déménages et tout. Là, j'ai l'impression que les choses se passent plutôt bien. Ouais. Fin 2022, tu commences à vivre tranquillement. Là, tu vas changer d'école, etc. Ouais. Et comment tu appréhendes ce truc de, OK, maintenant... Parce que j'avais vu un de tes tweets qui disait que tu voulais plus être vraiment financièrement et même au niveau de... Je veux dire, au niveau de tout, tu voulais plus forcément être chez ta maman. Par rapport à juste le fait d'être là-bas. Je veux dire, comment ça se fait que tu penses comme ça, en fait? Le fait de, OK, je suis une adulte, et je vais vivre maintenant pour moi et c'est tout. Genre. Je pense que ça a toujours été inné chez moi. J'ai toujours voulu grandir vite. On me l'a souvent reproché. Elle veut grandir vite. Mais encore une fois, en fait, ma mère m'a beaucoup inspirée dans ça. Le fait qu'elle ait été mère célibataire qui a éduqué 2 enfants, je l'ai vue se battre. Je l'ai vue être une battante jusqu'au bout. Et je l'ai vue subvenir à nos besoins. Et même quand c'était pas facile, on manquait jamais de rien. On manquait jamais de rien. J'ai jamais connu le manque. Et même si c'était dur, elle faisait en sorte que si je voulais partir au ski avec mes amis en 6e primaire, ma fille, elle va partir au ski avec ses amis. Donc t'as rien manqué. J'ai manqué de rien. Et je peux vraiment pas me plaindre. Putain, et du coup, c'est de là, en fait, que je puise ma force et cette envie d'être indépendante financièrement et de ne plus dépendre d'elle. Parce que, je pense qu'il y a ce truc où je veux être, entre guillemets, une charge en moins et je veux pouvoir me débrouiller seule et lui montrer et lui dire, regarde, maman, j'ai grandi et je peux le faire. Je suis en âge de le faire, donc je vais le faire, en fait. Si j'ai 16 ans et que je peux travailler, je vois pas pourquoi je vais rester à la maison à continuer à demander mon argent de poche, alors qu'en fait, je peux aller déposer mon CV et travailler. C'est comme ça. Et dès que j'ai pu commencer à travailler, dès que j'ai pu être indépendante, dès que j'ai pu gagner mon propre argent, je l'ai fait et j'ai foncé. Toujours ce rapport avec ta maman qui est fusionnel de fou malade. Très. Ta relation avec ta maman, elle est vraiment... Tu la définirais comment? Waouh, c'est une très bonne question. J'aime pas ce mot et je sais que rien n'est parfait, mais je la considère comme parfaite. Qui est vraiment une parfaite relation. Parfaite relation. Il n'y a pas de bad, tout se passe bien, c'est toujours fusionnel, vous essayez vraiment de vous communiquer bien, etc. En fait, tout est toujours dans l'amour. Ça veut dire que même quand elle n'est pas d'accord avec moi, je sais qu'elle n'est pas d'accord pour de bonnes raisons et que c'est pas juste dire non pour dire non. Et c'est ça que j'aime, elle m'encourage au quotidien, elle m'encourage dans tout ce que je fais et c'est ce que j'aime chez ma mère, c'est qu'elle est toujours là
Et elle a toujours été là et elle sera toujours là. Et, ouais, elle est incroyable. Mais bon, quand tu dis elle sera toujours là, on sait que voilà, ils s'en font vieux, nos darons. Ouais, tu vas dire qu'ils vont partir. Moi, j'arrive pas à le... Moi, je peux pas. Je peux même pas l'imaginer. Genre. Impossible. Pour moi, ma mère, elle est éternelle. Clairement. Tu sais, c'est une dinguerie, hein, mais... Je ne pense pas à ce jour. D'ailleurs, j'espère que ma mère va bien. On l'embrasse. Ouais. J'espère que ta maman va bien, d'ailleurs. Gros bisous, maman, c'est pour vous, ça. Franchement. Tous les mamans, là, on vous aime. Soyez en paix avec vos mères, parce qu'elles sont pas immortelles, les frères. Franchement. Profitez, tant qu'il est encore temps. Parce qu'il y a des Covid, tout ça, là. Les gens, ils ont perdu là, les proches, etc. Il y en a, ils sont morts, tout ça. Profitez de vos darons, par pitié, les frères. Profitez de vos parents. Les darons font chier. Oh non, des fois, c'est pas facile. Non, des fois, tu dis, vraiment là, on est fatigué. Tu vas pas que... Tu vas vraiment t'énerver pour ça, là? Là, maintenant, tout de suite? Mais en vrai, c'est les meilleures personnes du monde, franchement. Surtout si vous avez une bonne relation avec. Ouais. Continuez, poussez là-dedans, les frères. Mais ouais, petite parenthèse sur les mamans, parce que c'est important. Voilà. Ouais, fallait le dire. Mais oui, faut toujours les embrasser, les mamans. Mais 2022... Fin 2022, du coup, tu déménages dans l'année, 2023, bonne année. Une bonne année. Très bonne année, d'ailleurs, une année qui change pour toi, parce que en juillet, si j'ai bien noté la date, le 10 du 6. Ouais. On y est. Ce moment que j'attendais et ce moment que d'un côté, je pensais pas que ça arriverait aussi, je pense. Ah ouais? Bah, tu sais, on a toujours cette idée de oui, ça arrivera un jour. Et j'avais rencontré la bonne personne et j'étais sûre que je voulais faire ma vie avec lui. Mais il y avait toujours ce truc de se dire, est-ce qu'on arrivera un jour à cette étape? Tu sais, quand t'as connu des parents qui ne sont pas restés ensemble, bah, t'as toujours quand même cet élément traumatique sur l'engagement. Et même si j'étais sûre que je voulais passer cet engagement, j'avais aussi ce truc de me dire, est-ce que ça arrivera un jour? Même si j'avais trouvé la bonne personne, je me dis, est-ce que ça arrivera un jour? Et à ce moment-là, c'était le rêve réalisé quelque part. Absolument. C'est absolument ça. 2023, là on est du coup en juin, tout. Lors de la demande en juillet. Ouais. Du coup, ça se passe bien, tout se concrétise, etc. Et ça fait quoi de le faire aussi jeune? Bah, tu sais, encore une fois, j'ai toujours été celle qui voulait grandir vite. Qui voulait grandir vite, mais en même temps qui savait très vite ce qu'elle voulait aussi. Okay. Je savais très vite que je voulais trouver un boulot qui me plaît, je voulais rencontrer la bonne personne avec qui... Je voulais rencontrer une personne tôt parce que je me disais, je veux ce truc où on va grandir ensemble, en fait. On va évoluer ensemble, on va s'épauler et on va construire ensemble. Je voulais pas rencontrer quelqu'un qui avait déjà tout qui était construit, établi. Je voulais vraiment trouver mon idéal avec qui on allait grandir. Et ouais, donc, je savais que je voulais tout ça. Je savais déjà que je voulais tout ça. Donc je savais pas. C'était la suite logique. C'était la suite logique. C'était vraiment ça. Ouais. Ah ouais, 2023, fiançailles. Ouais. Ça se passe bien. Là, t'as tes nouvelles études en plus. Ouais, là, du coup, ça se passe bien là-bas aussi. C'est dur. On voit pour ceux qui suivent ces stories, on a l'impression tout le temps t'es dépassé. Tous les jours c'est grave. Dès que c'est les études, c'est dur. Mais ça va sinon, en vrai? En vrai de vrai, je suis à nouveau dans cette période de réflexion. C'est-à-dire que j'ai trouvé des études qui me conviennent parce que je suis dans le digital et que j'aborde des sujets dans lesquels je me retrouve et je me sens plus légitime de parler parce que je comprends. En fait, donc je suis plus à l'aise à m'exprimer en cours, à même partager avec les personnes avec qui je suis en classe parce que on réfléchit tous un peu de la même manière. Mais à nouveau, il y a ce truc de ouais, mais c'est le scolaire et j'ai chaud. Et j'ai eu mes premiers examens en janvier et je pense que j'ai jamais autant taffé de ma vie. Ah ouais, t'as vraiment bossé. Je me suis... Depuis septembre, j'étais déjà bien établie parce que je savais ce que c'était de faire des études supérieures. Mais en plus, dès que j'ai découvert les matières, les cours, je me suis retrouvée. Donc, j'ai eu plus facile à étudier tout ça, à assimiler toute la matière. Et dès que les résultats de janvier sont tombés, je suis tombée avec. Voilà, tout simplement. Je suis tombée avec. J'ai fait, ok,
Voilà. Ouais. Dédicace aux examens, la pire période de tout le monde. J'ai l'impression que personne ne sait gérer cette période. Enfin, c'est les gens qui gèrent les examens, franchement, vous êtes des... Chapeau. Vous êtes des aliens pour moi. Ouais. Je sais pas comment ils font, mais damn. Ouais, non, ça a été dur. Mes résultats n'étaient vraiment pas à la hauteur de mon travail. Ouais, parce que tu m'as dit, tu t'as arraché, tu t'as bossé, t'as bossé. J'ai bossé comme une folle et du coup, ça a été la chute, à nouveau. Ah là là, malgré tout ça, de l'autre côté, ça se passe bien. Ouais. Malgré tout ça, d'un point de vue des réseaux sociaux, j'ai pas à me plaindre. J'ai enfin trouvé ma place. J'ai enfin rencontré les bonnes personnes. Et je suis enfin en train de construire la carrière que j'imaginais. On est en plein dedans. T'as fait là les collabs encore. Enfin, début de cette année, il a été... J'ai pas tout retracé, mais début de cette année, t'as pas arrêté, t'as continué à faire tes trucs, tac, 2023. Ça a été une année... Enfin, la suite de 2023 a été une année pleine, tu renouves... Enfin, je sais pas si tu refais une... Comment on dit Attendez. Du coup, tu retravailles avec Samsung en juillet. Ouais. Pour le Samsung S24, si je ne me trompe pas. Alors, donc en 2023, je re-signe pour le nouveau Z Flip qui sortait du coup. Ok, petite excuse. Ouais, voilà, c'était le nouveau Z Flip 5 qui sortait à ce moment-là. Donc, je renouvelle un nouveau contrat pour ce téléphone. Juste top, juste incroyable, c'était génial. C'était bien. Hein, ah ouais, non, c'était top. Incroyable. J'ai kiffé. Il y avait encore tout un côté créatif incroyable, tout un univers, la découverte du téléphone, de la manière de l'utiliser et tout. Bosser avec Samsung, c'est toujours aussi cool, quoi. Alors, tu vois, vous voyez les gens, les Appleiens là. Sachez que Samsung graille Apple tous les jours. Moi, je le dis ici, de toute façon, c'est ma plateforme, je fais ce que je veux. Les gens qui sont des iPhones, sachez-le, vous êtes dans un mensonge tous les jours. Mais bon, courage à vous. Un jour, vous allez comprendre. Restez dans vous allez voir la lumière. Voilà, c'est dit. Ouais, tu collabores avec Samsung encore. Ouais. Tu fais une vidéo pour le Mass Mechelen Village. Je sais plus c'est quoi exactement. J'ai pas noté. Est-ce que tu sais rappeler un peu? Donc Mass Mechelen Village, c'est un village outlet qui regroupe énormément de boutiques et de marques. C'est un endroit où on peut retrouver les marques qu'on aime à prix réduit. Donc c'est vraiment top. Je commence à travailler avec eux. Et c'est marrant parce qu'ils étaient aussi dans ma liste. Damn! Ouais. Crazy. Ouais. C'était aussi dans ma liste. J'avais vu une créatrice de contenu qui bossait avec eux et je m'étais dit, mais top, moi aussi je veux bosser avec eux un jour. Et bim, ça arrive fin 2023. Et voilà. J'ai noté novembre, ça se passe. Ouais. Tu fais ça. Incroyable. J'avais une question par rapport au réseau d'ailleurs. C'est en voyant ton compte, parce que à quelle vitesse déjà t'es monté, je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, t'as 9000 LD d'abonnés. Comment ça se fait? Enfin, comment t'es monté déjà? Ouais. Comment ça fait un peu? En fait, en vrai... Est-ce que ça a été croissant ou ça a été plus un coup? En fait, ça a été vraiment comme ça. Un coup, ça allait, puis ça stagne, puis un coup, ça allait, ça stagne. J'avais réussi à atteindre les 10 000. Hein. J'avais atteint les 10K et plus. Mais je suis passée par une période où les statistiques, ça allait pas. Instagram, Shadowban, tout ça. Voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, ça m'a saoulée et j'ai décidé de supprimer plein de faux comptes que j'ai vus. Tous ceux qui n'avaient pas de photo de profil, j'ai vu, voilà. Je suis désolée pour ceux où c'était un vrai compte, mais dès qu'il n'y avait pas de photo de profil, j'ai retiré. Et du coup, je suis redescendue, mais ça m'a fait du bien. Je sais pas une période, parce que je sais que les statistiques, c'est quelque chose qui nous travaille. Ouais, parce clairement. Que quand on fait un down, ça nous met un peu pourquoi. On se questionne sur notre propre contenu. Absolument. Mais comment toi tu l'as vécu et comment tu fais même aujourd'hui pour continuer à mettre du contenu sur Instagram, qui est une plateforme que j'ai l'impression qui ne te pousse plus autant qu'avant. Ouais. Écoute, avant c'était dur. C'était dur parce que jusqu'aujourd'hui, je me donne à fond dans mon travail, mais c'est vrai que comme tu dis, quand tu te donnes à fond dans un contenu, que tu es convaincu que c'est incroyable et que ça n'atteint pas ce que tu attendais, c'est cassant. C'est très cassant et du coup, j'ai eu énormément de périodes, même bien avant, même à mes débuts, où je désactivais.
Comme ça. Ah, okay. Ouais, j'ai eu des périodes où je désactivais, je revenais, je désactivais, je revenais. Et le truc, c'est que ça m'a porté préjudice parce que j'avais quand même des gens qui étaient présents. Ouais, mais il y a une fois où ça a été la désactivation de trop et j'ai bien vu que j'ai perdu les gens qui me suivaient. Comment ça a perdu? Genre plus... J'ai vu qu'à partir de là, les personnes réagissaient beaucoup moins, en fait. Après, bon, tu me diras, il y a eu tout le truc algorithme, etc. Donc, j'avais certains posts qui étaient pas visibles et des trucs comme ça. Mais j'ai bien senti que, en fait, tu peux pas juste partir comme ça. Et puis revenir quand tu veux. Il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui attendent ton prochain réel, qui attendent ta prochaine histoire. Et le fait de partir comme ça, j'ai perdu, en fait, ces personnes qui étaient là, très actives, etc. Aux dépens de personnes qui n'étaient pas là, quoi. Et comment tu pallies, je veux dire, études, travail, et en plus de ça, la vie de réseaux sociaux? Ouais. Au niveau du travail, j'ai totalement arrêté les jobs étudiants. En tout cas, pour l'instant, je travaille plus en été au travail de ma maman. Mais c'est vrai que j'ai arrêté les jobs étudiants déjà parce que rien que pour les études, c'est impossible. Enfin, faire un job étudiant et faire des études, c'est trop prenant. La plupart des jobs te demandent un certain nombre d'heures, etc. Et c'est juste impossible. Je suis passée en plus par une période où j'ai eu un mini burn-out parce que je jobais énormément, j'acceptais beaucoup d'heures sup. Et c'est vrai que ça, beaucoup de monde ne sont pas au courant, mais j'ai vraiment eu une période de burn-out. En plus de ça, j'avais des problèmes de santé. Donc, j'ai eu énormément de mal et il a fallu faire des choix. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux aussi, ça évoluait bien. Donc, j'ai dû me dire que je ne peux plus continuer job étudiant, réseaux sociaux, école. C'est impossible. Donc, je me suis dit, écoute, les réseaux sociaux, c'est ce que tu veux. Tu veux évoluer là-dedans. Il faut arrêter de jobber. Voilà. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, du coup, je continue à la création de contenu. J'ai mes études. C'est pas toujours facile. Ça demande une très grande organisation parce que là, depuis la rentrée, j'ai à peine été en cours. Je sais que ce lundi, déjà, mentalement, je vais devoir me remettre dans l'idée que tu dois arriver et tu dois être là, en fait. Tu as ton cours de financement, tu dois être là, tu dois être à fond, tu dois écouter. Et c'est pas facile de se remettre dans le moule. C'est pas facile, en plus, tu dois aller vers les gens, leur demander leur synthèse et tout. Moi, j'aime pas trop ce truc... d'aller mendier le travail de personnes qui sont là et qui se lèvent tous les jours pour aller en cours, alors que moi, j'étais absente parce que j'étais à l'événement bourgeois, tu vois. Après, j'ai quand même la chance d'être entourée de très bonnes personnes dans mes études qui savent ce que je fais et qui sont compréhensibles par rapport à ça et qui sont vraiment prêts à m'épauler et à me donner ce dont j'ai besoin quand je reviens. Donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai un bon groupe de potes à l'école. C'est vraiment grâce à tout ce qui t'entoure que tu arrives en fait à pallier un peu le tout, en plus de ta régularité et ta discipline de fou en soi. Ouais, c'est vrai que le fait d'avoir des bonnes personnes autour de soi, ça aide. Et même pour les réseaux sociaux, j'ai depuis peu commencé à travailler avec un manager, du coup, qui me retire certaines responsabilités, qui me prenait également du temps. Donc, je peux en fait lui déléguer certaines fonctions et je peux compter sur mes camarades de classe pour me pousser et m'aider au niveau de mes études. Et bien sûr, ma maman et mon fiancé qui aussi m'encouragent au quotidien. Que des bonnes personnes, que des bonnes choses. Vraiment j'ai l'impression que t'attires les bonnes ondes. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que sur ce point-là, je peux pas me plaindre. J'ai vraiment la chance d'être bien entourée et d'avoir des bonnes personnes avec des belles énergies. Et j'espère aussi qu'en retour, c'est ce que je leur procure et que je les aide. Donc, t'as dit, de toute façon, t'es toujours dans ce truc d'aider, même avec les études que tu faisais avant, ce que tu voulais faire de toute façon. Et comment t'arrives parce que l'anxiété, c'est un problème un peu... de tous, quand on connaît ou quand c'est notre quotidien. Comment tu arrives à pallier, je veux dire, l'anxiété à tout ce que tu fais en vrai? Parce qu'en plus, maintenant, j'ai vu qu'aux événements, tu es allé tout seul, alors qu'avant, c'était pas forcément quelque chose que tu faisais. Comment ça se fait déjà qu'avant, tu n'allais pas tout seul aux événements? Pourtant, tu es quelqu'un, comme tu as dit, tu sais qui tu es, tu t'imposes. C'était quoi un peu le frein? Au fond, il y a toujours un peu cette petite timidité et je pense qu'il y a toujours cette petite Lola Marie de 14-15 ans qui
qui a parfois encore un peu peur du regard des gens, qui a encore un peu peur qu'on la juge. Ouais, elle est quand même... elle est toujours un peu présente au fond, même si aujourd'hui elle est plus affirmée, elle est quand même encore un peu là et je pense que des fois elle ressort un peu trop et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des moments et il y a des périodes où je n'arrive pas à aller seule à des événements, j'ai besoin d'avoir cette personne qui est ma safe place et qui va m'aider à être bien sur place, tout comme il y a des périodes où je me dis tu te reprends et tu y vas et si tu veux évoluer, il faut aller en fait, faut aller vers les gens, il faut rencontrer les gens et rien que cette semaine, je l'ai bien vu en fait que je peux être aussi cette fille qui va vers les gens, les gens, qui rencontre les bonnes personnes et qui encore une fois tape à la porte pour les opportunités parce qu'en fait c'est ce qui est bien dans ce métier, c'est que dès que tu rencontres des personnes, que tu parles avec eux, que tu pousses un peu, tu te rends compte qu'en fait il y a moyen de faire un truc ensemble, il y a moyen de se connecter, il y a moyen de... Et c'est ce qui est cool dans ce métier. Putain, là tu te définis vraiment, comme tu viens de dire, comme un métier du coup, ce que tu fais, etc. Tu vois un avenir dedans, etc. Ouais. Concrètement. Franchement, il y a quelques années, j'aurais pu te dire ouais, c'est... Voilà, c'est encore flou, je sais pas, je faisais pas spécialement des collabs rémunérés, etc. Mais aujourd'hui, de la manière dont ça évolue, je me dis que si je continue à bien faire le taf, je sais pas, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, ça peut péter. Il y a un contrat qui peut changer ta vie. Absolument. Donc, ouais. Tu vas continuer à bosser, etc. Ah, clairement. Et du coup, je reviens à la question que je t'ai posée en 2 temps. Comment tu fais pour pallier du coup ton anxiété avec tout ce que tu fais? Ce qui est important, et je pense que c'est dans tous les métiers, c'est que dès qu'on se sent dépassé, faut pas avoir peur de dire stop. Et c'est vraiment, c'est un travail. Ça a été un travail d'apprendre à me dire, écoute Lola, c'est bon, c'est le déplacement de trop cette semaine, c'est le truc de trop. Là, il faut que juste tu souffles. Et c'est l'une des premières choses, c'est que j'ai appris à dire non. J'ai appris à quand il faut refuser des choses. Et puis, encore une fois, j'ai un fiancé qui m'aide, qui m'épaule beaucoup. Et quand je suis dans ces périodes un peu sombres, il est vraiment là. Il est là et il sait que si j'ai besoin de rester au lit et de manger des frites et des fricadelles parce que c'est ce qui me fait du bien avec ma petite compote et tout et ma petite bouteille de Vitalo, voilà. C'est très précis. C'est très précis, mais c'est littéralement ça. C'est que voilà, dès que j'ai besoin de ça, il est là et il m'épaule et ouais, c'est ce qui est top. C'est que j'ai su apprendre à me donner des limites et j'ai su aussi apprendre à dire quand ça va pas et à me faire aider. C'est incroyable. Franchement, c'est une bonne chose que malgré... En fait, tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu as comme défaut, etc. et même comme qualité, etc. Et tu sais comment les pallier, c'est très rare. C'est un beau travail, c'est un gros travail sur soi. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui te remet beaucoup en question. Ouais. Ça, c'est une mauvaise comme une bonne chose. Absolument. Parce que je sais que penser tout le temps, c'est quelque chose de... c'est horrible. Tu vis presque pas, en vrai, quand tu penses tout le temps comme ça, etc. Mais c'est quelque chose avec lequel tu as réussi à vivre, etc. Et même, je trouve que c'est incroyable la façon dont tu as grandi, des trucs que tu as vécu et comment tu as été. Et même quelqu'un d'extérieur qui rentre dans sa vie une fois, parce que tu m'as dit tu as une première relation, ça t'est pas non plus top, la personne te rabaissait, etc. Et puis refaire confiance à la vie, c'est quelque chose que tout le monde sait, c'est dur. Et tu as refait confiance, les choses sont bien passées et tout. Franchement, tu t'es un message d'espoir en vrai. C'est beau, tu vois, ça fait plaisir. En plus, t'es jeune, etc. Donc, gars, si vous entendez ça, surtout les petits, tout ça, là, ça va aller. Si vous pensez que ça va pas et tout, vous inquiétez pas. Avec le temps, ça va toujours. Ouais, absolument. Ouais, vraiment. Du coup, on a fait un peu le tour. On a parlé d'un peu tout. Son enfance, ton adolescence, maintenant qui tu es, comment tu travailles, comment tu arrives à être aussi actif et tout. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais poser comme question. Voilà. Comment tu arrives à être autant actif et autant régulière depuis autant de temps et autant d'années sans rien lâcher presque. Comment tous les jours presque.
Moi, t'es dans mon quotidien, clairement. Ouais. J'ai l'habitude de voir ta tête, j'ai l'habitude de voir tout, ton truc. Et quand tu pars, je suis au courant, je connais, je sais, c'est cool. Genre, je stream de fou. Mais comment t'arrives à autant donner? Parce que la plupart des artistes, ils sont compliqués à donner. Alors que toi, c'est... Ouais. Même quand tu dis, je suis fatigué, je préfère vous faire un récap plutôt que d'aller. Mais tu vas quand même le faire et tout. Comment t'arrives à autant être actif et régulière dans les réseaux? Je pense que avant tout, c'est par passion. Déjà, je kiffe ce que je fais, donc je le fais pas comme... je le fais avant tout pas par obligation. Je le fais parce que vraiment, je kiffe partager, je kiffe créer et je kiffe partager et avoir des retours. Ensuite, parce que aussi, ça se développe en métier. Et quand c'est un métier, il faut être régulière dans ce que tu fais. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça. Tu ne peux pas te permettre de mettre un truc puis disparaître. Je pense que c'est comme pour plusieurs milieux. Encore une fois, tu ne peux pas juste lâcher un projet et puis tu reviens dans quelques années. Peut-être que tu as des gens, ils vont rester et ils vont se tenir. Et ça, c'est génial. Mais tu vas perdre une partie des gens. Et je pense que aussi, d'un point de vue travail, il faut rester régulière. Et je l'ai bien vu. Quand j'activais et que je désactivais, je perdais des gens, les gens partaient, les gens me prenaient plus au sérieux, en fait, tout simplement. Donc, il y a cette partie passion, il y a cette partie, il y a le côté sérieux, et puis il y a les chiffres aussi. On les déteste, mais dès que tu es plus actif, les chiffres, ils chutent, et ça peut avoir des impacts sur ta visibilité. Pour certaines marques, ça peut avoir des impacts sur ta rémunération et des trucs comme ça. Enfin, moi, j'aime pas être axée sur ça, mais voilà, on voit, et malheureusement, on est un peu obligé, quoi. All right. All right. Ça va. Voilà. J'ai ma petite réponse. Je pensais avoir perdu la question, mais non. Du coup, c'est la 3e fois que je le dis, mais je le redis. On a fait le tour. Franchement, on a parlé de tout. C'était cool, d'ailleurs. J'espère que je vous aurai donné à graille. La dernière question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que tu aurais dit à ta toi du passé? Je lui dirais, t'as bien fait de continuer. Damn. Ouais. Parce que si j'avais écouté l'autre voix dans ma tête qui me disait tu dois arrêter, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je m'en suis tenue à mon cœur et je me suis dit vas-y, continue à le faire par passion, continue. Et je suis fière d'elle. Je suis fière qu'elle ait gardé la tête haute. Je suis fière qu'elle ait pas écouté les avis négatifs. Je suis fière qu'elle se soit pas laissée influencer. Elle est restée elle et elle a continué malgré tout. Ouais. Sur ces beaux mots, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment, les frères. Voilà, c'était Lola Marie. Maintenant, vous la connaissez un peu plus que... J'espère que vous avez des informations en plus. Et donc, voilà, c'est la fin. La grosse bise, Bisous à tout le monde. Et je crois que ce sera la fin du Ramadan, du coup. J'espère que l'Aïd s'est bien passé, les frères. Voilà. Ouais. Bisous aux chrétiens aussi, parce que c'était le carême aussi. C'est le carême aussi, on l'oublie pas. On vous embrasse, on embrasse tout le monde, les athées, les tout ça, les tout. On vous embrasse tous. La bise et à la prochaine. Il y aura un invité sympa, vous allez voir. Allez, bisous.